Salut les Wargamers, c'est Evie de French Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Bienvenue les amis pour un journal TV du Wargame focus sur les championnats du monde de Warhammer 40 000. Et pour m'accompagner toute cette soirée, je vais être en compagnie de... Père Castor, alias Olivier West, capitaine de l'équipe de France Warhammer 40 000. Je vais commencer ce petit live par remercier très chaleureusement Lucille, qui sera justement la régisseuse de la soirée, qui vit ses dernières heures chez French Wargame Studio, puisque elle va terminer son stage qu'elle avait fait chez nous, et d'ailleurs qu'elle avait ouverte avec le dernier JT qu'on avait fait ensemble il y a 3 mois. Et je me souviens très bien, effectivement, donc bravo, merci d'être là. Yes, merci encore à toi Lucille. Donc les amis, ce soir, gros live, on va tout simplement parler que de Warhammer 40 000 et quasiment que des championnats du monde. On va vous présenter donc cette nouvelle saison, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que justement ça va aussi se dérouler, puisque je le rappelle, ces championnats du monde se tiendront en Autriche, dans la ville de Leoben, du 7 au 10 août 2025. On va aussi vous présenter donc toutes les nations qui se représentent. C'est le plus gros championnat qu'on a jamais eu depuis que le D6 existe. Depuis que le D6 existe. C'est gros. Ça fait un paquet d'années. Ça fait un paquet d'années, en effet. Et on va vous présenter aussi, bien évidemment, la sélection de l'équipe de France. Encore une fois, le parcours que vous avez fait. Une nouveauté aussi cette année, c'est que vous avez tissé des liens avec d'autres pays, puisque vous êtes entraîné avec des pays du Nord. Tu vas nous expliquer tout ça. Tu nous parleras aussi donc des différentes nations qu'il va falloir suivre, l'organisation donc de ces championnats du monde, puisqu'on va commencer par une phase de poule. Vous allez faire 7 parties au total. Et on présentera aussi les sponsors de cette équipe de France et bien évidemment les goodies si jamais vous voulez supporter votre équipe. Avant ça, comment ça va Olivier ? Écoute, remarquable, hyper excité. Pour la moitié de l'équipe, on part dès lundi pour se rendre au championnat solo qui précède et qui nous permet de nous échauffer pour l'événement. L'autre moitié partira mercredi. Donc là, on est vraiment sur les tout derniers instants, les derniers préparatifs, logistiques, les derniers tests, les derniers ajustements, les matrices. Donc on est dans le jus. On est chaud. D'accord. On aura l'occasion d'en reparler quand on découvrira le planning de votre saison. On sait que les listes ont été envoyées au WTC, donc l'organisation des World Team Championships aux alentours du 15 juillet. Elles ont été publiées entre le 21 et le 22. Est-ce qu'il y a eu des surprises par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes confiant par rapport au test que vous avez fait ? Juste avant de te laisser répondre, je rappelle qu'on a déjà fait une vidéo, c'était pour commenter justement la popularité de toutes les armées qui étaient présentes sur les 42 pays qui seront là pour ces championnats du monde. Et donc n'hésitez pas, je mettrai bien évidemment le lien en rediffusion. Vous allez tout comprendre. Olivier nous avait vraiment parlé justement de la méta, et à ce moment-là, on n'avait pas la liste de tous les pays, mais on avait justement les choix des armées. Et ces championnats du monde vont sans doute se jouer autour, justement, je rappelle que c'est du 8 contre 8, qu'une armée ne peut être présente qu'une fois, et ce qui a dicté un petit peu le méta de ces championnats du monde, c'est la présence des gros, c'est-à-dire des Chaos Knights et des Imperial Knights, et la France, avec les États-Unis d'Amérique, sont les deux seules nations, ça tombe bien, c'est aussi les deux favoris, à ne pas avoir choisi justement de prendre ces armées-là, mais d'être équipées pour. Donc c'est pour ça que je pose la question, finalement, une fois que vous avez vu les listes, et suite à cette dernière vidéo, est-ce que justement vous avez eu des surprises positives, négatives ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Honnêtement, on avait fait des paris méta et ce à quoi on s'attendait s'est réalisé. Alors évidemment, on ne peut pas anticiper dans le détail ce que chacun va jouer. Il y a des efforts qui ont été faits par pas mal d'équipes pour surprendre, faire des sidesteps, donc des petits pas de côté pour venir un peu disrupter la méta. Mais nous, on s'attendait à deux choses. D'une part, avoir le Death Guard ultra présent. Et en effet, il est présent dans 40 rosters sur 42. Et on s'attendait à voir l'IK et le CK ultra présents aussi. Et effectivement, tout le monde l'a pris. Sur les 10 équipes de Seed 1, c'est-à-dire les 10 meilleures équipes à date du monde, il y en a 7 qui ont pris des IK, CK, donc au moins 1, et 6 qui ont pris... Pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Il y en a 8 qui ont pris des IK, CK, et 7 qui ont pris les deux. Voilà. Donc on n'est que 2... la 10e et la 9e, donc États-Unis et France, à ne pas en avoir pris, voire même les États-Unis ont pris un CK en allié Death Guard, nous on n'en a pas du tout sur nos tables. Les États-Unis, donc je dis deuxième, la Suède a pris un CK et les autres ont tous pris IK et CK, donc franchement nous on est assez satisfaits parce qu'on considère qu'on s'est équipé pour faire face à cette méta. Maintenant ça va se jouer sur table et surtout parfois quand on fait des paris en se disant voilà ce qui arrive ou voilà à quoi on croit demain, au lendemain de la publication. Et donc nous, on se prépare pour l'affronter. Ça, c'est la théorie. Maintenant, il va falloir transformer sur table. Parfois, on croit qu'on gagne et on ne gagne pas. Donc voilà. C'est même un point super intéressant qu'on risque d'avoir sur WTC. Ça prouve aussi la maturité de cette édition, en tout cas de la 10e édition de Warhammer 40 000, qui est en train de vivre, entre guillemets, sa 2e année et demie, où c'est sans doute le skill plus que le spam versus les autres versions qui risquent de récompenser justement les généraux. Oui, même le skill plus que le build, c'est-à-dire que de plus en plus de choses se jouent sur table. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant, très
Oui, très satisfaisant, ça récompense vraiment l'entraînement, le jeu. Et ça, c'est aussi à mettre au crédit de Game Workshop qui nous a proposé une méta assez équilibrée. Alors, bien sûr, c'est un peu relou d'avoir des IK et des CK très très forts parce qu'ils deviennent méta definers, donc ils définissent la méta. Mais ils sont pas suffisamment forts, de notre point de vue, pour péter tout le monde. Et donc, d'ailleurs, moi, je professe qu'ils ne vont pas si bien performer que ça. Parce que nous, on va performer sans IKCK. Yes, moi, un truc qui m'avait aussi marqué, encore une fois, c'est quand tu affiches les stats de la popularité des armées, tous ceux qui ont ces armées-là disent « Oh non, mon armée n'est pas représentée », ainsi de suite. Et ce qui est rigolo, c'est que ceux qui vont en pâtir là-dedans, c'est notamment les custodes. Je crois qu'ils sont présents que sur 3 rosters. Et c'est pas qu'ils sont pas méta, c'est que quand tu es équipé pour chasser du gros, tu es aussi équipé pour chasser du custo. C'est ça. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont... C'est pas qu'ils sont pas bons, mais c'est qu'en fait, la méta actuellement leur est très défavorable. En fait, dans un roster, si tu te dis, il va y avoir un Death Guard t'as 2+, là il rigole, il te la met à 3+, ton enduit à 6 il rigole également, il te la met à 5, puis lui il est force 5, donc en gros il te baise. Puis tu vas avoir un IK et un CK qui te disent moi je reste à 24 pas, je te vois quand tu te caches, donc je te défonce, je te vois même quand tu te caches à l'intérieur des ruines, tu vas être obligé de rester derrière les ruines, donc tu vas encore perdre 6 pas de mouvement. C'est quoi ton mouvement? C'est 6? Ah, c'est con. Bon, en fait ça c'est très très chiant. Donc tu te retrouves à avoir déjà 3 listes dans un roster qui te pissent dessus depuis l'espace. Ça marche pas. Donc c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est parce que leurs némésis sont trop fortes. Yes. Et autre chose aussi, encore une fois, il y a une vraie différence en ce qu'on va appeler le méta. Je rappelle, méta vient de metagame et c'est ce qui est fort à un moment donné. Vient aussi du fait qu'en solo, ce n'est pas du tout le même jeu qu'en équipe. Tu peux un petit peu nous expliquer justement la nuance, le coup de poker qu'on peut avoir quand on prend une liste en solo versus le jeu en équipe? Quand tu joues en solo, il faut te préparer à affronter un peu tout, notamment dans les premières phases du tournoi. Donc disons, quand tu as un tournoi à 5 ou 6 rondes, il faut être en capacité de faire face à peu près tout sur les 3 premières rondes, quitte d'ailleurs à organiser le fait que tu puisses outplay ton adversaire, en te faisant le pari que sur les 3 premières rondes, si tu as le niveau pour aller au bout, tu vas faire la différence avec ton adversaire au niveau et pas au pierre-feuille-ciseaux. Et ensuite, il faut t'équiper pour avoir un avantage pour les rondes 4, 5, 6 contre les adversaires qui sont là pour te challenger et revendiquer la première place. Le meilleur exemple de ça, c'est ma première compétition à très haut niveau en solo, parce que moi je fais pas beaucoup de solo, c'était le Las Vegas Open. On était dans une méta qui était un peu toxique parce qu'on avait les tyrannies de Stampede qui étaient débiles, les custos qui venaient de sortir et les Drukhari qui cassaient tout. Et ben celui qui a gagné, c'est Richard Ziegler avec son Admech, parce que il avait un Admech qui avait beaucoup de las cannon et qui pouvait tuer le Stampede, qui pouvait très bien tuer également le custo, et il s'est débrouillé au talent pour faire la différence sur les premières rondes. Voilà, c'est un exemple. Il faut aussi avoir beaucoup de chance. Bien sûr. Juste un petit message pour toi, en tout cas pour l'équipe de France. Bonsoir les Wargamers, nous sommes derrière l'équipe de France de 40K du côté de Age of Sigmar. Pas le même jeu, mais le même maillot et la même passion. C'est un message du président de la Fédération Française de Warhammer Age of Sigmar. Donc gros bisous à Toilette et gros bisous à toute ton équipe. On va recentrer un petit peu le sujet donc sur le déroulé de ce live. Je le rappelle, on parle ici des championnats du monde de Warhammer 40 000 qui se tiendront du 7 au 10 août. Et si Lucille, on peut afficher la première slide. C'est bon? Eh ben, justement, on voit, donc je le rappelle, vous le découvrirez ça dans les séries d'après, c'est que la première journée et demie, donc les 3 premières parties, vont être des matchs de poule, puisque les différentes équipes, en fait, et je vous expliquerai dans quelques instants, ont été justement dispatchées de façon assez équilibrée dans 4, 6, 8, 10 poules, de 4 équipes, et une de 6 qui est celle de la France, on nous expliquera ça tout à l'heure. Et donc, on sait déjà que la France, dans ces poules, va affronter, et donc ça sera l'ouverture de ces championnats du monde, le jeudi 7 août à 17h30, la Slovénie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette première journée? Comment est-ce que vous allez anticiper les choses? Tu as parlé aussi du fait que toi, en tout cas, tu partais lundi pour justement faire la partie solo de ces championnats du monde. Je rappelle qu'au niveau des grands rendez-vous qu'on a, nous, en tout cas, toute l'année, on a les championnats du monde en équipe Warhammer Age of Sigmar, en équipe de Warhammer 40 000. C'est vraiment là qu'il y a le plus haut niveau. Oui. Et depuis 2 ans maintenant, on a Game Workshop, et ça, c'était complètement indépendant de Game Workshop. On a Game Workshop qui a repris le lead aussi sur son championnat, et maintenant, au mois de novembre, à Atlanta en général, fait les championnats du monde en solo. Absolument. Donc là, vous allez faire l'équivalent d'un GT, c'est-à-dire un Grand Tournament, le War Master, pour la partie solo avant. Lequel de tes joueurs vont le faire? Et aussi, justement, comment est-ce que vous allez préparer cette première ronde contre la Slovénie? Alors, parmi les joueurs qui sont présents, on a Red Slot qui vient prendre un peu des bonnes reps, on appelle ça, donc avant le WTC. Puis on a le staff, donc on a Chev qui vient jouer, et on a Moyashi également, qui sera là.
pour se chauffer aussi, pour scouter, regarder ce que font les joueurs, puisqu'il y a des joueurs des équipes de WTC qui viennent faire leur entraînement, leur échauffement. C'est aussi ce qui fait que c'est pas un simple GT, parce que son peuplement, c'est carrément, bon, bien sûr, pas mal d'Autrichiens ou de gens qui sont proches de la localité, mais aussi les joueurs qui ont envie de venir, donc les joueurs internationaux qui sont là avant. C'est important de le dire. Donc en fait, il faut savoir que là, c'est la première année où on est aussi loin, en tout cas depuis la reprise, parce que depuis 3 ans maintenant, les 3 dernières éditions étaient à Malines, Mechelen en Belgique. Et comme c'était quelque chose à 3 à 4 heures de voiture de Paris, ce fameux tournoi solo était plus du tout peuplé par les joueurs internationaux, mais c'était peuplé à plus de 50% de Français. Disons qu'il y avait 50%. Il y avait toujours des très gros joueurs internationaux qu'on va retrouver là. Tu avais Fred Otto, tu avais un des tout meilleurs joueurs grecs, tu avais des Italiens, des Espagnols, tu avais quand même des gens qui venaient. Ce n'est plus la même chose que l'époque de l'ETC, où comme c'était des voyages pré-Covid, donc assez loin, donc pré-Covid, où c'était plutôt quand même des GT confidentiels dans lesquels s'affrontaient les joueurs essentiellement du solo. D'ailleurs, ça s'appelait ESC, European Single Championship. Là, c'est un peu différent, effectivement. C'est un GT pour les locaux, mais dans lequel tu vas retrouver quand même plus de joueurs internationaux que dans un GT classique. Ou plutôt un Open, en fait. Plutôt un Open classique. J'ai une question. Donc, encore une fois, tu as des listes. Quand tu les lis, tu comprends. D'ailleurs, tu vas nous les présenter. Il y a des listes qui sont un petit peu plus dures à lire. Est-ce que vous avez, par exemple, dans votre roster, fait le choix de ne pas emmener un joueur en solo avec sa liste, justement pour que celui-ci ne soit pas observé? Oui. Tout à fait. Donc les joueurs qui... Je te répondrai pas à ta question. Si, mais tu as raison. Les joueurs qui ont des listes très sidestep, eux-mêmes ont fait le choix de dire je vais prendre mes entraînements, je vais prendre mes reps à la maison. Parfois aussi parce qu'ils n'ont pas les jours de congé, tout simplement, parce qu'il y a aussi la vraie vie qui arrive là. Mais moi, je n'ai pas donné de consigne. En dehors de, si vous sentez que vous avez besoin de ces reps en situation de compétition, prenez-les. C'est moins grave de montrer votre liste que de ne pas être échauffé. En revanche, si vous avez la possibilité de faire les deux, prenez vos reps à la maison. Donc évidemment, on a des listes qui sont sidestep, la liste de Tanker, la liste de Nico, la liste même de Mathieu, Mathieu Jancourt alias Aretas, votre joueur Eldar, qui est pas complètement sidestep parce qu'elle est pas seule dans son cas. Mais pour autant, il fera ses reps chez lui. Ouais. Voilà. Ok, merci d'avoir répondu à ça. Là, si on regarde donc, en tout cas, donc je le rappelle, ça commence le jeudi 7 août à 17h30. Vous allez m'entendre beaucoup le dire parce qu'on a rendez-vous avec vous le jeudi 7 août à 17h30 pour l'ouverture de ces championnats du monde. À ne pas rater. France-Slovénie, on voit aussi que dépendamment des rondes, vous connaissez déjà la méthode de déploiement et les scénarios. Oui. Est-ce que ça joue vraiment? Je vais aussi rappeler encore une fois que vous jouez en 8 contre 8 et que sur les 8 tables, vous avez, je crois, 6 tables différentes en termes de niveau de chargement de décor. Oui, absolument. Est-ce que ça va jouer donc bien sûr que ça joue. Quand on fait nos estimés, elles sont très dépendantes des scénarios. Estimés, tu peux expliquer donc, aussi. Avant de faire, d'aller se taper sur la gueule, donc on est 8 joueurs de chaque côté. Il faut bien identifier qui va jouer contre qui. C'est le moment le plus clé du jeu en équipe, puisqu'on a un jeu asymétrique, donc pierre, feuille, ciseaux. La pierre gagne contre la feuille, l'inverse, pardon, et la pierre contre le ciseau, etc. Et donc, sauf que là, c'est avec 27 factions. Donc, tout l'enjeu du sujet, c'est d'arriver à faire un appariement à l'avantage de notre équipe. Donc, mettre un maximum de pierres sur des ciseaux, pour le dire un peu simplement. Donc là, ça se joue sur la première demi-heure. On met je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail, mais on met des listes en défense simultanément. Ces listes de défense sont attaquées par 2 listes adverses, révélées simultanément à nouveau. Le défenseur choisit une des 2 attaques. On se retrouve avec 6 cartes en main. On refait le même processus. On se retrouve avec 4 cartes en main. Et là, c'est ce qu'on appelle le switch. On refait un peu le même processus, mais pour ne pas se retrouver avec des cartes en main à la fin, les cartes qui ne sont pas utilisées sont les oubliées et s'affrontent. Donc la 4 dernière. Cette séquence-là, pour pouvoir la conduire, il faut savoir quels sont les scores projetés des joueurs. Donc moi, contre le Death Guard, je fais une petite victoire, je fais une grosse victoire. Contre le CK, je fais une grosse lose parce que sur sa table, il va me défoncer. Si par contre je l'attrape sur une table... Juste pour expliquer, plus tôt votre carte va être placée, plus tôt vous allez pouvoir choisir votre table. Exactement. Donc si le CK, par exemple, et ça arrivera à mon avis assez souvent, est en défense 1, donc il peut choisir toutes ses tables. Donc des tables très ouvertes sur lesquelles il peut vous bousiller au tir. Bon c'est pas du tout la même limonade si vous affrontez le CK sur une table vide ou si vous affrontez le CK sur des endroits où vous pouvez vous cacher tranquillement de sa face. Donc là, nous, on met dans une matrice, donc un tableau, des estimés en cas d'attaque de l'unité ou en cas de défense, c'est-à-dire si jamais il choisit sa table ou si je peux choisir ma table. Et ce sont des estimés qui permettent aux capitaines, ou en tout cas aux ceux qui font l'appariement, les paireurs, on sera 4, de trouver l'optimum
d'appariement pour les 8 listes. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez pris par exemple, donc il y a 42 pays, c'est du 8 contre 8, donc vous avez pas fait des appariements contre toutes les listes, vous avez pris les meilleurs pays par exemple, vous avez analysé les listes et contre eux, vous avez dit, bah, écoute là, je sens que je peux mettre un 17-3 si je suis sur ma bonne table, et encore une fois, sur ce scénario-là. Donc c'est 3 vecteurs, c'est-à-dire l'armée qu'on va affronter, le scénario et la table. Alors, pour les poules, on connaît les scénarios. Donc, on a directement donné les estimés dans le cadre des scénarios et des déploiements. Donc ça, c'est un avantage, ça permet de travailler. En réalité, si on est honnête, c'est plutôt un avantage pour nos adversaires. Puisque comme on est les têtes de série... Je rappelle, la France est championne du monde depuis le Capitanat 2024 de Zeka. Absolument. Et même avant ça, on était déjà redoutable, on était déjà tête de série depuis le tout premier Capitanat de LoL. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc ça veut dire que les 3 équipes qui nous affrontent, elles, leur goal, leur objectif pour ce WTC, c'est de nous battre. S'ils nous battent, ils ont rempli le contrat pour leur WTC. Donc, nous, on est obligé de voir au-delà de ces équipes, sans leur manquer de respect. Nous, notre objectif, c'est le podium, c'est la 2e étoile. Donc, bien sûr qu'on travaille ces équipes-là, mais on va moins les travailler qu'elles. Et on aurait été plus à notre avantage de les affronter sur des scénarios inconnus. Donc là, elles peuvent s'hyper préparer contre nous. Et nous, on va se préparer contre elles, mais en fait, on doit forcément plus se préparer contre les USA, la Suède, l'Allemagne, la Pologne, etc. Donc, on connaît pour elles. Pour les autres, on est obligé de faire des estimés sans trop savoir si on sera en Crucible, en Search, sur Terraform, sur Scorchers, sur Take and Hold, etc. Il donne en anglais le nom de tous les scénarios qui seront joués justement pendant cet événement-là. Et en gros, ce que fait l'organisme du WTC, donc des World Team Championship, c'est qu'il vous propose pour chaque type de déploiement les missions qui vont correspondre. Comme ça, en fait, ils peuvent anticiper au niveau de la géométrie. Ils utilisent d'ailleurs des patrons de table sur les 6 tables disponibles qui sont prédéfinis, qui sont quasiment les mêmes en tout cas pour toutes les saisons, histoire d'avoir de pouvoir, ce que tu expliquais d'ailleurs dans le dernier rapport de bataille, un petit peu comme aux échecs, des ouvertures un peu que tu vas pouvoir justement replanifier avec des patterns reproductibles. Oui, voilà. Donc en fait là, on est un peu dans le money time là-dessus. Nous, on a notre travail de cette dernière semaine, c'est très fortement orienté vers ça. Donc on se voit, sauf ce soir, puisque je suis là, mais il se voit sans moi. On se voit de 20h à 23h30 en visio. Tous les jours. Depuis combien de temps ? Depuis lundi. D'accord. On en a fait un peu avant, mais on voulait plutôt laisser du temps pour le jeu et les tests. Là, on a fait ce qu'on appelle des regards croisés sur les matrices. Je suis pas d'accord avec ton estimé. T'es sus. Tu devrais gagner. T'es une petite bite. Enfin, tu vois. C'est un peu de la bienveillance avant tout. De la bienveillance avant tout. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que comme tu l'as dit, donc pendant les poules, là, si on regarde le slide, on voit que la ronde 1, donc le jeudi 7 août à 17h30, vous allez affronter la Slovénie. Ça veut dire que le vendredi 8 à 9h30, vous allez affronter la Finlande et à 14h ou 15h, je regarderai le planning, vous allez affronter l'Italie pour terminer justement cette phase de poule. Mais ça veut aussi dire que quand, je sais pas, vous allez, après avoir... j'espère, battu l'Italie le vendredi soir, vous allez savoir contre qui vous allez tomber. En fait, vous n'allez pas du tout vous reposer. C'est-à-dire que le soir, vous allez travailler pour peut-être rafraîchir ces fameuses matrices contre les nouveaux pays. Et ça, vous allez le faire à l'heure du déjeuner, donc en mangeant moins entre les 2 parties, puisque je rappelle, c'est 2 parties par jour après, ou le soir. Oui, alors on n'y va pas pour photocopier du sable, donc ça c'est certain. Le soir est prévu un travail à partir de 20h jusqu'à minuit. On a une salle de réunion qui est réservée, qui est bookée avec rétroprojecteur. Donc on est vraiment dans un mode très sérieux. Rétroprojecteur, c'est le boomer. Vidéoprojecteur, câble HDMI. On mange devant nos matrices et on se dit, tiens, demain on affronte la Suède sur tel déploiement ou la Pologne sur tel déploiement. On connaît le scénario. Qu'est-ce qu'on a adapté ? Qu'est-ce qu'on a aussi adapté des enseignements qu'on a eu dans la journée ? On regarde les matchs que nos adversaires ont pu jouer. Est-ce qu'il y a des surprises par rapport à nos estimés ? Voilà. Donc on fait tout ce travail-là, qui est un travail aussi d'humilité, d'humilité et de responsabilité. C'est-à-dire, il ne faut pas se voir trop beau contre les joueurs adverses, et en même temps, il faut être capable de prendre ses responsabilités quand on est supposé gagner. L'un est aussi difficile que l'autre. Et donc, c'est un vrai travail que d'arriver à faire accoucher des joueurs. Et c'est un travail collectif, c'est pas moi qui les fais accoucher, mais faire accoucher des joueurs de ce qu'ils veulent. Je veux voir ce match-up, je ne veux pas voir ce match-up, je me sens en confiance, peu importe si peut-être je le gagne, je me sens pas en confiance, ne me le donne pas. Tout ça, ça a de la valeur et on le met dans notre tableau. Et c'est aussi les relations qu'on tisse qui nous permettent de savoir aussi un petit peu où sont les limites des joueurs quand ils nous disent stop, ou tu vois, quand on se dit je suis pas d'accord avec ton estimé, tu devrais gagner, le mec te dit ouais mais j'ai la crotte au cul, faut le laisser avec sa crotte au cul, tu vois.
Yes, là déjà, si on regarde donc cette première slide, on voit la phase de poule, France, et donc on voit que dans cette poule-là, je vous expliquerai dans 2 secondes, mais je voudrais qu'on termine sur ce slide. Clairement, là on voit la Slovénie, vous mettez tout de suite entre guillemets, les 2 pieds dans le bain, puisque vous allez affronter dans ce roster-là un Imperial Knight et un Chaos Knight. Et si je regarde normalement par rapport au round, le match qui devrait être le plus compliqué, ça serait donc le vendredi après-midi contre l'Italie, qui est donc dans votre poule le pays le plus menaçant. Oui. Tu vas nous expliquer tout ça, mais c'est pour l'expliquer. On voit que eux aussi ont choisi dans leur roster Chaos Knight et Imperial Knight. Donc vous allez vraiment quand même tester ce choix assez vite, même si finalement ce ne sera pas contre les meilleurs pays. Ah, de toute façon, tout le monde, ils ont tous pris IK, CK. Mais nous, on est, j'ai envie de te dire, très serein par rapport à ça. On n'a pas de complexe de taille. Voilà, pas en France, monsieur. Pas en France. Non, pas de sujet de. Rien à compenser. Non, écoute, on va le voir très vite, tu as raison. Peut-être pas contre les meilleurs pays, c'est vrai, mais on est face à des. Je ne vais pas dire que c'est des armées qui se pilotent une main dans le dos, mais tu as quand même 6 modèles, maximum, 5. Et tu as 120 figurines de petits Nico. Voilà, et tu as une puissance de feu absolument débile. Donc, quelque part, je pense que c'est à la portée de la Slovénie aussi d'être redoutable avec 6 gros CK. Mais tu sais que c'est même marrant, parce que je vais faire l'analogie tout de suite avec Age of Sigmar, où on a justement vu, par rapport à la préparation qui est possible, comme tu connais ton adversaire, le scénario, la table, des petits pays qui sont venus challenger des très très gros par force de travail, de préparation de cette game. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 3 ans de ça, la Pologne a été championne du monde. Et en poule, elle a été draw par la Belgique. Parce que la Belgique s'était hyper préparée contre la Pologne. Et là, cette année, la Belgique est contre la Germanie. Il y a un petit côté, on va le voir après, il y a un petit contentieux, il y a des comptes à régler. Si Liam, force à toi. Et donc, voilà, on va voir. Si on change de slide là pour aller, s'il te plaît, Lucille, sur donc déjà l'intégralité des pays qui seront présents à ces championnats du monde. Et donc, comme vous pouvez le voir, ils ont été répartis en poules, en anglais. Pod, et vous allez voir qu'il y a une histoire de rank. Comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir que si les pays sont classés par justement leur dernier classement. En gros, il y a une moyenne qui est faite sur les 3 dernières années, et ils sont classés par ce qu'on appelle en anglais des seeds, donc ici des tiers. Ces fameuses équipes qui sont donc les favorites, donc avec le meilleur système de tiers, ont chacune été réparties dans des poules, et derrière, donc, ils vont s'affronter pendant cette phase de poule pour éviter tout simplement qu'il y ait une petite finale, c'est-à-dire un tiers 1 qui affrontera un autre tiers 1 si on était sur du full aléatoire et une ronde suisse directement. Donc les 3 premières parties sur les 7 vont se jouer uniquement dans votre poule. Déjà, là, si on se focalise sur la poule de la France, on voit Italie, Finlande, Corée du Sud, génial, Slovénie et Hongrie. Oui. Il y a pas mal de nouveaux venus, Corée du Sud, Slovénie, Hongrie, tout ça. Donc, la Hongrie a déjà existé en ETC, mais elle n'y était pas depuis quelques années. Écoute, c'est vachement cool. Nous, on a une poule à 6, on va en dire 2 mots, parce que, naturellement, 42, c'est pas divisé par 4. Donc, ça vous aura pas échappé. Et je vais même aller au-delà de ça. À la base, c'est 41 nations présentes, mais comme il faut un nombre pair pour que justement une équipe se retrouve jamais contre personne, alors ils ont créé une équipe que vous pouvez voir dans le pod 2, qui est les Nations Unies. C'est donc une équipe de mercenaires avec des joueurs de différents pays qui sont venus donner un nombre pair, et c'est pour ça ensuite qu'à 42, ils ont mis 6 équipes dans. Alors, le fait que ça soit la poule de la France n'a rien à voir, c'est complètement aléatoire. C'est aléatoire. Ça fait que concrètement, nous on sait, puisqu'on est les premiers, qu'on va affronter un seed 2, donc tête de série numéro 2, un tête de série numéro 3 et un tête de série numéro 4. Mais un parmi les 3 têtes de série numéro 4 présents. C'est juste les têtes de série numéro 4, eux ils vont pas tous affronter la France en seed 1. Donc ils auront peut-être, ceux qui n'ont pas la France en tout cas, donc Hongrie et Corée du Sud, ils ont peut-être un chemin plus clément que les autres têtes de série numéro 4, puisqu'ils n'affrontent pas de seed 1 dans leur première poule. Voilà. Yes. En tout cas, c'est extraordinaire. Enfin, les gars, je me permets de couper un petit peu ce live en mode un petit peu formel. Vous allez rencontrer 41 pays différents grâce à des Warhammer. Oui. Revenons, on essaye de présenter tout ça, même nous en tant que média, on va y aller avec 19 caméras, on essaie de professionnaliser le truc, mais juste mettons nos lunettes aussi de passionnés, tu vois, dire, c'est quand même un putain de délire de se dire que tu vas affronter potentiellement la Corée du Sud. Là, je vois qu'il y a la Nouvelle-Zélande, des mecs qui ont traversé le globe pour venir. Nouvelle-Zélande, Malte, tu as même Thaïlande qui est arrivé l'année dernière et qui se retrouve. Tu peux nous parler un petit peu de ces nations, de ces nouvelles nations aussi, des nations qui vont surveiller. Bon, déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est les Jeux Olympiques du Wargame, c'est les fucking Olympiques, mon gars. Et donc, c'est aussi ça ce que tous les joueurs qui vont au WTC disent, c'est que, bien sûr, c'est le plus haut niveau mondial, mais aussi le social time à côté, donc le moment où on profite les uns des autres, on va boire un verre, etc. Ça, c'est une dinguerie, parce que tu partages une passion. Tout ce que tu sais du mec en face, c'est qu'il aime les pitous.
Et t'es déjà son pote. Et c'est suffisant pour que tu le repingues sur Discord et que tu continues à lui parler, que tu maintiennes une relation à l'autre bout du monde. C'est suffisant. Mec, t'as été hébergé aux États-Unis. J'ai été hébergé aux États-Unis par Art of War. Là, j'avais besoin d'un training. J'ai demandé à un gars que j'ai affronté 2 fois qui joue Necron au Battle for Salvation et à Atlanta. Tout ce que je sais de lui, c'est que c'est un négociant en armes à Washington. Bon, autant te dire que lui et moi, on partage pas les mêmes valeurs. Mais on se kiffe de ouf. Tu vois le bail. Passion. Plus sérieusement, pour les personnes qui tombent sur ce live, ils comprennent pas. En fait, ça aussi qui est génial avec l'amour des Warhammer, enfin des jeux de figurines, c'est qu'en fait, tu peux affronter ou même juste passer 3-4 heures de partie avec quelqu'un qui vient pas du tout de la même strate sociale, j'aime pas ce terme, ou qui a pas du tout les mêmes opinions politiques que toi, mais on s'en fiche. Et c'est ça qui est beau. C'est, j'imagine, un des seuls hobbies dans lequel tu vas pouvoir rencontrer des gens qui ne viennent pas de tes catégories professionnelles, qui ne viennent pas de ton cadre, de ton environnement immédiat. Tu vas avoir un menuisier avec un milouf, avec un gendarme, parce qu'il y a quand même beaucoup de milouf, avec un spécialiste de la communication de crise, avec un trader, avec un entrepreneur. En fait, ce n'est pas le sujet. Et même, très souvent, ce n'est pas abordé. Voilà. C'est juste, c'est quoi ton chapitre préféré ? Qu'est-ce que tu penses de l'hérésie d'Horus ? Voilà, on est sur ça. C'est, effectivement, tu as raison, c'est un peu une dinguerie. Alors après, pour parler de ces pays, on a l'émergence de beaucoup de pays d'Asie. Donc ça, j'imagine aussi que culturellement, quand tu arrives à en choper un, ça montre le chemin pour les autres. Donc on a eu l'année dernière Thaïlande, Singapour qui est venu, qui s'appelle simplement Thaïlande cette année. On a Hong Kong, je crois, cette année également aussi. C'est un peu curieux, parce que je ne crois pas que Hong Kong soit un pays de la FIFA, mais en tout cas c'est cool, ils sont là, je suis content. La Chine qui était déjà là l'année dernière, je crois, qui était déjà l'année dernière, mais avec des mercenaires et aussi 2 coachs qu'on embrasse, Mike et Polo. Là, on voit qu'ils ont remplacé les expats, donc les Européens qui étaient déjà piqués au jeu et qui ont fondé peut-être certainement la communauté là-bas, mais là par des locaux. Je veux dire, les noms ne laissent aucun doute sur le fait. Ce que tu dis, tu peux développer parce que oui, ils ont des noms avec des consonances qui ne sont pas européennes, c'est tout. Voilà, culturellement chinoises ou asiatiques. Tu peux. Oui, je peux. Arrête-toi là. Bon, donc vraiment, c'est vraiment cool de voir ce hobby se démocratiser, en tout cas amener un maximum de communauté internationale à lui. Je pense que les prochains clients, ce seront l'Amérique du Sud, parce qu'on a déjà eu Mexico, et on sait que le capitaine argentin, le capitaine chilien, tout ça, ils sont en cours en tout cas, ils viennent observer. Il y a le capitaine du Kazakhstan aussi, parce qu'on peut aussi avoir le capitaine du Kazakhstan qui nous a rejoint, donc bientôt on aura une équipe du Kazakhstan. Qu'est-ce que vous allez dire ça ? Absolument rien. Capitaine du Kazakhstan ? Bakou. Voilà. On avait fait une vanne là-dessus. Tu me déçois parce que tu me... Non, Borat. Okay. En tout cas, est-ce que tu peux nous parler donc des pays SID 1, en tout cas des pays qu'il va falloir surveiller ? Je voyais au niveau du chat tout à l'heure que ça réagissait en disant attention quand même à l'Italie, et tu fais bien de le dire, puisque l'Italie est la première équipe du tiers 2. Oui, c'est, au regard des standards et des parcours de ces équipes sur les 3 dernières années, la meilleure équipe qu'on va affronter en poule. C'est aussi un des tout meilleurs SID 2. Donc parmi les SID 2, c'est un des tout meilleurs. Donc on affronte un gros client. Nous, on sera là. Hein. On sera chaud. Pas d'excès de confiance, c'était ça aussi ma question. Pas d'excès de confiance, surtout un maximum de respect. On prend les matchs un par un. Après, il faut être au clair avec nos ambitions. Nos ambitions, c'est d'aller chercher une 2e étoile. Et ouais, les gars, on est pas... 2e étoile. Ouais, le back-to-back, la légende. Jamais fait. Depuis la le légende. Pareil. Et donc, sans manquer de respect à nos adversaires, si on veut aller chercher ce back-to-back, il faut que cette phase de poule soit exemplaire et soit une formalité. J'ai dit il faut. Je n'ai pas dit ça va. Donc on verra bien. Il nous appartient de rendre ça, d'en faire une formalité. Yes, marrant, je vois un commentaire du chat et non, pour le coup, c'est hallucinant, il y a aussi l'Afrique du Sud. Je crois que c'est leur 2e participation. Absolument, 2e participation pour l'Afrique du Sud, tout à fait, absolument. Honnêtement, c'est quand même trop bien et vraiment, encore une fois, voir tous ces drapeaux, on est vraiment ce qu'on pourrait imaginer des JO du Wargame. Oui. C'est ce qu'on attendait de ces WTC. En plus de ça, c'est très beau de se dire que, alors, entre guillemets, on peut aussi critiquer le fait que ça soit à Leoben, c'est pas forcément accessible facilement, mais là on a quand même 41 pays différents qui viennent. Honnêtement, ces championnats du monde, ça va être le feu. Et en plus le fait qu'on soit donné entre guillemets favori avec les États-Unis d'Amérique et que, comme tu l'as dit, votre ambition est d'aller chercher le back-to-back, c'est juste magnifique. Tu nous avais parlé aussi la dernière fois donc de ton roster, donc je rappelle qu'on est sur du 8 contre 8. Est-ce que tu peux très rapidement revenir un petit peu sur la saison, de combien t'es parti, comment est-ce que tu as sélectionné tes joueurs et aussi justement comment est-ce que là t'es arrivé à tes 8 et si tu peux nous les présenter. Alors
Alors, on est parti d'une trentaine de joueurs qui étaient identifiés par les pairs, en fait. Hein. C'est pas moi qui les choisis. On se dit entre nous qui est-ce qui est valable, qui est-ce qui a du potentiel. Donc, on fait vraiment plutôt de la cooptation. On a récupéré une demi-douzaine de joueurs qui n'étaient pas dans le collectif l'année dernière. Donc, on a aussi ouvert beaucoup. Des joueurs comme aussi bien Linker qui n'a pas fait une saison incroyable et qui s'est un peu retiré en nous prévenant suffisamment en avance, mais aussi des mecs comme Jean-Loup qui ont explosé pendant la saison. Qu'on avait repéré à Atlanta. Oui, tout à fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette ouverture et cet exercice de sincérité vis-à-vis de la communauté, d'accessibilité, il donne des fruits. Vraiment, pas seulement en matière d'adhésion, mais aussi en matière de performance. Ces 30 joueurs, je leur ai demandé qui sont les joueurs à qui vous faites confiance sur chaque codex. Je veux 2 noms pour jouer les codex au WTC. Ça a donné 17 personnes. Ces 17 personnes ont migré sur un Discord avec un autre pays avec lequel on a fait une alliance, on en parlera après. Ces 17 joueurs, on leur a redemandé qui sont les suivants, qui sont les joueurs qui vous paraissent le plus en forme maintenant qu'on a fait la saison, parce que ces 17 joueurs, on les a amenés à l'Alpine, sur laquelle on a fait 3e, on les a amenés à la Pira, on les a amenés à l'ETC, on a gagné la Pira et l'ETC. Et après avoir vu ça, on a dit, bon, mais ok, on en choisit 13. Ces 13, je leur ai redemandé qui sont les 2 qui doivent rester sur le banc et qui sont les 8 qui doivent jouer. Ça a donné 9 joueurs. C'est la sélection qu'on a présentée. Et ces 9 joueurs, on en a choisi 8. Donc en fait, on en a choisi un qui a tenu le banc et sur les bases purement méta. Et donc celui parmi les 8 qui tient le banc, c'est Quintel, parce qu'il représentait l'IK et le SK et qu'on a choisi de ne pas l'avoir. L'IK et le CK dans le roster. Donc, d'accord, donc juste pour résumer un petit peu, tu vas nous présenter les listes et ainsi de suite. En tout cas, déjà pour introduire les humains, on commence par Aretas. Il a été, avant le Covid, capitaine de l'équipe de France. C'était à l'époque, en tout cas, de l'ETC et donc pas du WTC. On va dire qu'on va maintenant s'attaquer que depuis le Covid. Donc Aretas, lui, là, il va revivre donc sa 2e sélection en équipe de France. Il avait fait sa première sous le capitanat de Laurent, déjà en Eldar. Il revient donc en Craft World. On a aussi Salisia, qui avait fait énormément de bruit, justement, à l'international. Je crois qu'il avait gagné un London GT. Ensuite, il avait été sélectionné en équipe de France et là il va vivre sa 2e sélection en Space Marine du chaos. On a Ashord, un des vétérans, qui va lui vivre sa 3e sélection, qui est un joueur Necron, tout comme toi d'ailleurs, puisque tu vis ta 3e sélection, 4e sélection, 4e sélection, s'il vous plaît. avec justement des Space Wolf, en tout cas avec le codex Space Marine. Ouais. Et là tu as justement été chercher du poil avec, on en reparlera dans quelques secondes, un détachement générique Space Marine, mais en jouant le sous-chapitre donc des Space Wolf. Ensuite on a Tanker qui va être notre joueur World Eater, qui vit aussi sa 2e sélection. Ouais. On a LBS qu'on a découvert en top 8, qui lui va vivre sa première sélection, ouais. un tout jeune mais très très prometteur, qui est donc en plus de ça qui a quand même énormément de responsabilités sur ses épaules en tant que première sélection en équipe de France, puisque c'est le joueur Death Guard. On l'a dit tout à l'heure, on l'avait vu dans la vidéo précédente, le Death Guard est présent sur 40 nations, oui. Dans 40 nations. Donc c'est l'armée la plus populaire en ce moment de Warhammer 40 000. Oui, alors moi je me fais aucun souci pour lui, parce qu'il a beau être jeune, c'est un vrai vétéran. En fait, il joue depuis plus longtemps que la plupart de nous. Je pense qu'il y a seulement Tanker qui est plus vétéran que lui dans le jeu. Puis par ailleurs, il a fait une saison remarquable, il était les giflés tous les plus grands, donc il a attrapé Golanka, il l'a cassé en 2, il a pris DG à la Pira, il a été 3e carry de l'équipe alors que c'est pas fait pour carry. Je me fais aucun souci pour Alban. Yes, ensuite notre joueur Votan, c'est Reslot, qui vit lui sa première sélection. Ouais, alors moi je considère que c'est la 2e. Et en fait, il faisait partie du collectif qu'on pouvait emmener au championnat du monde. Il était remplaçant l'année dernière. Exactement, et là par contre, il va vraiment faire partie des 8, quoi. Oui, tout à fait, donc il fait partie des 8 joueurs. Mais l'année dernière, il avait aussi le niveau pour faire partie des 8 joueurs et il était remplaçant. Donc moi, je considère que c'est sa 2e sélection. Et Nico. Yes, et petit Nico, bon alors lui, qui est très connu, en tout cas même reconnu pour jouer justement Astra Militarum. Et juste, je me permets de le dire, ça fait partie des listes qui sont vraiment très difficiles à lire pour l'adversaire, parce qu'il y a énormément de monde sur table, tu viens de nous la présenter. Mais donc typiquement, là on est sur les listes qu'on souhaite un petit peu dissimuler, en tout cas. Oui, ou en tout cas, on a envie de se régaler à regarder les autres suer, à comprendre ce qu'on veut faire avec. Ouais, et donc petit Nico, lui, il vit sa 3e sélection. 3e sélection, petit Nico. C'était le plus jeune d'ailleurs sur le capitaine de Laurent. C'est probablement toujours le plus jeune. Voilà. Donc, mais c'est quand même sa 3e sélection. Si vous trouvez un qui est pas un assassin là dans ces 8, vous me dites. Mais tu sais que c'est vraiment rigolo, des turbo-tueurs. Je croise beaucoup de monde, en tout cas dans notre passion, et on peut avoir des affinités avec des humains ou pas, mais il y a un truc que tout le monde dit, c'est quoi cette équipe ? Il n'y a pas un peintre. Non. Il y a que des tueurs en termes de skill et de comportement dans les tournois. Et quand je dis comportement, c'est toujours gentleman, mais en tout cas, ce ne sont que des putains de scoreurs. Je me rends compte qu'il y a une petite erreur de
de mise en page que je regrette, mais qui est pas de j'aurais dû relire et c'est pas la faute de la personne qui a fait le slide. Il y a un 9e joueur qui est Quintel, j'y tiens. Et il n'est pas aligné parmi les 8, mais il fait partie de l'équipe de France sélectionnée. Voilà, c'est involontaire qu'il ne soit pas présent. Donc Hugo, qui fait partie de l'équipe de joueurs sélectionnés, qui n'a pas été pris parce qu'il c'est celui qui avait travaillé et représenté l'IKLCK. Et on a fait le choix de prendre plutôt une liste atypique qui était la liste de Petit Nico. Ok. Ensuite, on va découvrir, slide suivante s'il te plaît Lucille, le staff, donc les 3 personnes qui seront présentes avec vous donc à ces championnats du monde. Oui, alors le staff c'est vraiment très très important. Il devait y avoir Clément, donc le Bull, qui ne viendra pas parce qu'il a une bonne nouvelle, il a trouvé un job là, qui le retient, donc il ne peut pas être là en même temps dans son job et là. Donc il ne fait plus partie du staff, mais je le mentionne quand même. Et on a Moyashi en capitaine de ronde, Chev qui a été mon bras droit toute l'année et qui sera le team manager, et God qui sera le coach vraie vie ou le coach de vie, l'appui règle. Voilà. Donc c'est cette équipe de 3 joueurs, enfin de 3, oui c'est des joueurs, hein, avant d'être des coachs qui vont nous accompagner et nous encadrer. Hein, c'est les chefs de colo, hein, pour Jean-Baptiste chef de patte. Hein. Gros stress. Alors justement, en tout cas, le fait que tu sois un joueur, quand on voit par exemple que, en tout cas depuis le Covid, on a eu Laurent qui avait fait du capitaine, enfin qui était capitaine non joueur. Ensuite, on a vu Zeka, on a été avec toi en joueur, puis Zeka capitaine non joueur. Toi là justement, comment est-ce que tu as dealer avec le fait de jouer Space Marine et donc d'être occupé sur tes games au moins pendant la durée des rounds? Alors, d'abord, je me suis rassuré que si j'étais sélectionné, c'était bien par choix des pairs. Donc, comme je l'ai dit à chaque fois, systématiquement. Tu étais donc parmi les votes, les 17 et ainsi de suite. Exactement. Que ce soit pas moi qui me fasse un kiff à jouer. Premier sujet. Et puis, par contre, il est certain que quand tu es dans ta game, tu ne peux pas assumer la charge mentale du pilotage de la round en même temps. Ça, c'est juste ce serait un délire de croire qu'on peut le faire. Et donc, il faut déléguer ce pilotage de ronde, ces choix de push, voilà, des consignes qu'on peut donner aux joueurs. Pour expliquer, excuse-moi, donc faut imaginer que donc les rondes vont durer globalement 3h30 de partie et que si jamais par exemple on a un copain qui est en train de faiblir, en tout cas qui a eu un craquage négatif trop de fois et on se dit putain mince, attends, on avait un estimé où on espérait qu'il mette par exemple 12-8, puisque je rappelle que même si une partie de Warhammer c'est globalement sur 100 points, en compétitif le score est ramené sur 20, c'est du 8 contre 8, c'est donc 160 points à se répartir avec son adversaire. Et donc, si par exemple on a, je sais pas, un de ces 8 qui vient de prendre une énorme alpha strike et qui se dit putain en fait je suis enfermé chez moi, je pensais avoir un estimé, mais finalement je vais perdre, il faut aussi justement dire aux copains, au contraire push mon pote, parce que il va falloir que tu contrebalances ce qui vient de se passer. Donc, ce genre de consigne ça existe effectivement, mais il y a aussi pendant le temps où les joueurs jouent, il faut processer ce qui s'est passé dans la ronde précédente. Qu'est-ce qui a été joué? Il y a tout un tas de data qu'on peut pas juste mettre à la poubelle. Tiens, les États-Unis ont joué contre Malte, il y a des match-ups intéressants qui ont eu lieu. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on pense que c'est le résultat normal? Est-ce qu'on pense qu'il y a eu une différence de skill? Est-ce que c'est en phase avec ce que nous on croit dans notre matrice? Tout ça, toutes ces réflexions, un petit peu de data-analyse, c'est aussi des choses qui doivent être faites pendant les temps morts, enfin pendant les temps de jeu, je veux dire. Et donc évidemment, c'est pas le capitaine joueur qui peut faire ça. Donc Moyashi, c'est sa 4e sélection lui en fait, ouais. Parce que il a joué 2 fois, il a été remplaçant l'année dernière, donc voilà, sélection, et puis là il est sélectionné en capitaine de ronde, donc lui aussi. Il a même été volontaire remplaçant. Ouais. Exactement. Donc 4e sélection, lui, c'est effectivement un garçon qui sait exactement ce qui se passe sur table, qui sait de quoi il parle, et donc qui me remplacera sans la moindre difficulté, puis en qui j'ai toute confiance aussi, c'est important. Et c'est aussi important de dire que bien évidemment au début de cet événement, quand les joueurs s'inscrivent, on inscrit aussi les coachs, puisque ce sont les seuls qui ont le droit justement d'avoir des interactions à table. C'est même pas sur les figurines, c'est avec justement l'équipe adverse. Il y a même eu un peu de queen ces dernières années, parce que certains pays arrivaient avec des aéropages de coachs, les USA en particulier. Nous-mêmes on avait... pas des aéropages de coach, mais on avait une communauté énorme. Donc, en plus de nos coachs, il y avait des gens qui gravitaient autour des tables et qui nous aidaient. Ça a eu tendance, il faut les entendre, pour les petites équipes, à avoir des effets un peu intimidants. Je vais rien dire parce que déjà, même imagine un média qui est sur vos épaules. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, il y a un effet un peu intimidant. Il y a des équipes qui se sont mal comportées avec leur coach aussi. Ça, c'est pas nous. Et qui ont créé vraiment de l'intimidation ou des problèmes. Et donc, les équipes qui n'ont pas forcément les moyens ou la communauté pour venir à 12 ou à 16 ont demandé à ce qu'on limite le nombre de coachs. Donc, cette année, le nombre de coachs est limité à 4 maximum dans la zone de jeu. Et il n'y a personne d'autre qui peut rentrer. Voilà. Donc, vous pouvez venir en tant que spectateur, mais vous serez en dehors de la zone de jeu. Des travées. Ok. Tu nous as aussi présenté donc les listes
des différents français. On va commencer par Ashord, qui joue donc Necron, bien évidemment, et qui joue le détachement de l'Awakened Dynasty. Est-ce que tu peux nous présenter sa liste et surtout pourquoi ses choix en fait en tant que Necron? Donc l'Awakened Dynasty, c'est un détachement qui est connu pour générer beaucoup de résilience. Ça permet de faire renaître avec des stratagèmes des personnages. Donc on retrouve ce qu'on avait appelé le face cap en V9. Donc ça déjà c'est hyper toxique. Ça a des mécanismes de résurrection en fin d'activation qui permettent de vraiment tirer le meilleur parti des réanimateurs, plus orbes, plus machin, plus bidule. Donc il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer à Awakened Dynasty avec jusqu'au bout de la purge les guerriers Necrons qui eux ont des mécanismes de relance, des jets de résurrection. C'est pas le cas de Ashord. Il a choisi de jouer le roi, un Exmar qui est un lone opératif, donc un agent solitaire qui peut revivre. Donc voilà, vous avez compris la purge. Hein. Il faut s'approcher à 12, vous y tirez dessus, il revit. Vous avez une charge à 11, bravo. Voilà, bon, super. Il joue des Scorpec, puisque ça lui permet d'avoir du contre-close un peu énervé, et donc de générer un peu du jeu sur table et de contrôler son adversaire. Donc le Necron, historiquement, c'est quelque chose qui est là pour vous résister, pour être implacable, pour ne pas perdre. Voilà. D'ailleurs, Ashord le rappelle pas souvent, il faut le pousser un peu, mais il n'a pas perdu une seule fois au WTC. Voilà, depuis qu'il est sélectionné, jamais. Donc on lui souhaite de garder cet état immaculé. Voilà. Yes. En un mot. Pour le chat, parce que j'ai vu que tout à l'heure il y en a qui se posaient la question pour Aéropage. Personne immaculé, personne ici. Aéropage n'est pas un modèle, une figurine, immaculée non plus. Ensuite, donc tu as toi avec donc du Space Wolf, mais pas en détachement Hunter, c'est-à-dire celui qui a touche fatale et ainsi de suite, mais avec la Gladius Task Force. Est-ce que tu peux nous présenter ta liste? Donc je joue un gros pack de 10 Terminator, un gros pack de 20 Bloodclaw, tous les deux lead, l'un par Arjak pour le taper en mourant et puis pour les gifles qu'il met, le mec est un distributeur de gifles incroyable. Et le petit Ragnar qui est ici, qui est aussi un énorme distributeur de gifles, mais qui permet de relancer les blessures. Ça fait 2 gros packs qui permettent de mettre de la pression sur l'adversaire et aussi d'empêcher que les pressions soient mises trop fortement sur moi. Je peux FEP dès le T1 grâce à Logan, que vous voyez ici. Il est beau, petit Logan Grimmar. Voilà. Donc lui, il permet au pack de Thermi, le cas échéant, de FEP au T1. Ce qui permet aussi de générer pas mal de... C'est aussi une source de vect. Source de vect, enfin ça permet de générer une grosse pression sur l'adversaire. Et puis, une grosse artillerie de backlane qui est naturellement faite pour tuer les Ormagontes, comme chacun s'en rend doute. Voilà. Et donc, je suis un chasseur de tyrannides, voilà, comme vous l'imaginez. Voilà. Donc, avec des petits Iron Priest qui, dans le cadre de notre WTC, ne sont pas encore soumis aux nerfs qu'ils ont subis, donc donnent tir rapide à toutes les armes, qui permet de tuer 2 fois plus de Gaunt. Voilà. D'où le fait que tu joues donc 3 Predators Annihilator, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu as 2 canons laser de base et un canon laser jumelé. Tu passes en tir rapide, tu vas donc passer à 6 tirs de canon laser, dont 2 qui seront jumelés, et le missile tracker qui aussi est sensible justement au tir rapide. Et qui relance les dommages contre les monstres et véhicules. Ça tombe bien. Pas très fort contre les Gaunt, mais si t'es bien appareillé. Tout peut pas être parfait. Yes. Oh, bon, en tout cas, je pense qu'on a tous compris ta liste. Faut aussi savoir donc que cette liste, tu vas la jouer demain contre Mister M d'ailleurs, parce que pour ceux qui suivent les vidéos de Fredshare Game Studio sur YouTube, tu as affronté Mister M avec les nouveaux Black Templars lundi dernier. C'était contre son armée de Thousand Sun. J'ai pas réussi à le battre. J'ai appelé mon grand frère. T'es venu. T'as bien fait. Giflé, il m'a rendu mon goûter et on s'est quittés bons amis tous ensemble. Et là, par contre, demain matin, d'ailleurs à 10h, on a un tournage avec lui. C'est une vidéo qui sortira le lundi juste après le WTC, donc lundi 11. Et tu vas jouer donc cette liste-là contre une liste assez énervée de World Eater, qui sera donc encore une fois jouée par Mister M. Qui sera joué par Mister M et qui va jouer la liste que prévoit de jouer Anthony Vanella, donc les USA. Donc ça sera peut-être une ressucée. Écoute, ce qui serait assez drôle, c'est que je le gifle demain et que Vanella me gifle au WTC. Je préférais l'inverse. Je préférais l'inverse. Ensuite, bon, Tanker, à chaque fois, qui vraiment, l'année dernière, il avait fait de la magie. Là, il joue World Eater avec 80 Berserker. Ça paraît con. Mais en fait, c'est une liste multi-pression, multi-tricks. Ça paraît bête parce que toi, tu jouais 120 croisés. Mais là, c'est une liste qui permet encore autre chose. Oui, c'est une liste qui permet nettement autre chose. Quand vous la voyez, vous dites, bon, ok, il y a du Marines. Voilà. Puis une fois que c'est déployé et que vous commencez à comprendre les latitudes de jeu qui s'offrent à lui dès le tour 1, on commence à faire dans son froc. Vraiment. Parce que
Ce sont des Marines. Je crois que l'affronté au café quand on était passé pour le trading. Ouais, c'est pas drôle. On n'est pas sur un truc très drôle. On est sur déjà des packs qui ont une létalité concentrée sur quelques figurines, puisque entre les 4 modèles qui ont les moufles et puis le personnage, ça fait quand même une trentaine d'attaques de moufles force 10, donc c'est pas marrant. Ça peut être sustain, ça peut être létal, donc touche soutenue, touche fatale. Ça peut avoir des boosts de mobilité terrifiants. Peel-in, conso de 6. Advance charge pour un PC. Ça bouge de 10 nativement, ça traverse les murs. Bon, ça va très très vite. Donc, en fait, comme ça tu l'as punit dit, très fort. déjà, il y a un surge, et enfin, il y a un mouvement réactif. Quand on nous tire dessus, on peut bouger de D6 plus 2. Et c'est un truc intéressant aussi que tu as dit. Et Samine 2, je suis pas sûr que ça se voit de la première lecture, parce que 80 Berserker, ça a l'air con. Oui, merci. Mais, comme tu l'as dit, finalement, même la létalité du pack ne vient que de 4 à 5 modèles sur les 20, quoi. Les autres, j'y peux quand même. Hein. Les autres sont pas là pour te faire des bisous, Olivier. Non, ils font des massages un peu appuyés, disons. 10 petits choux, on appelle ça 10 petits choux. Mais les 4 mecs qui ont des moufles, ceux-là, ils rigolent zéro. Voilà, donc c'est une liste, évidemment, qui peut pas affronter tout sur toutes les tables. Voilà. Mais c'est une liste qui peut faire des très gros scores. Ça tombe bien, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Voilà. Donc typiquement, ton cœur, il vient pas au War Master. Voilà. Parce qu'en fait, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit 80 Berserker, tout le monde se dit c'est ta. Mais il faut aussi comprendre qu'une liste comme ça, on peut la jouer de façon agressive, ça paraît évident, mais on peut aussi la jouer un petit peu plus def, on peut la jouer en mode tempo, on peut vraiment faire énormément de choses avec. C'est pour ça qu'il faut pas gameplay. Voilà. Tant que tu n'as pas vu la liste jouer, je pense que tu ne la comprends pas. Ok. On enchaîne ensuite avec LBS, qui sera donc notre joueur Death Guard. Oui, alors Death Guard, comme tout le monde, mais avec le seul gars qui n'a pas pris le détachement Hammer of Mortarion, qui a pris le détachement Virulent, qui est un choix qu'on a fait tous ensemble, donc l'un des détachements permet en fait de toute façon de mettre à portée de contagion des unités en phase de co, parce que c'est un bombardement, et ça vous permet donc d'arriver plus facilement, notamment avec vos Death Shroud, à 6 pouces de l'unité ennemie. Oui. Ça, c'est ce que tout le monde a pris. Oui, c'est ce que tout le monde a pris pour pouvoir faire du tir sans ligne de vue aussi optimisé avec des Plague Burst Crawlers, et puis pour pouvoir effectivement faire pas 6 avec les Death Shroud où tu veux sur la table. C'est ce que Pourquoi vous n'avez pas fait ce choix? Quel choix vous avez fait? Déjà parce que nous on préfère le talent à la chance, et c'est quand même une liste de chattards, puisque si tu es premier joueur ou si tu es deuxième joueur, tu fais pas du tout les mêmes games. Parce que malheureusement ce pouvoir est écrit en disant que c'est au début du battle round que tu attribues ta contagion. Donc si tu es joueur 2, tu attribues au début du joueur 1, au début du battle round, donc le joueur 1 a toute l'attitude pour réorganiser ses screens pour que ce soit des screens à 9 et pas des screens à 6. Donc une fois sur 2, tu joues sans règle d'armée. Bon, nous, ça nous intéresse que moyennement. Par ailleurs, la résistance du Hammer of Mortarion est quand même faible par rapport à la résistance du Virulent, qui a des stratagèmes de moins 1 dommage, qui a un prince démon qui ressemble furieusement à Mortarion. Donc nous, on était plus à l'aise avec ça. Et puis même le tir sans ligne de vue, c'est cringe, donc on joue pas ça. Non. D'accord, l'amour du beau jeu et donc de 80 Berserker. Voilà, exactement. Exactement, on va à la cogne, nous. Qu'est-ce qu'il y a? Okay. Nous, on met directement le front dedans. C'est tout. Ensuite, et honnêtement, ça me fait super plaisir de revoir Aretas donc en Eldar. Qu'est-ce que tu peux me dire sur sa liste? Ce que je peux te dire déjà, c'est que pendant, on a eu peur parce que il a vraiment fait une saison remarquable. Donc, on avait tous envie qu'il soit là. Moi, le premier. Quand je dis remarquable, il nous a carry à la Pyra. Il a éclaté le TC, il nous a carry à l'ETC. Je veux dire, c'était flawless. Voilà. Il n'y avait rien à dire. Et là, au moment où on se demande qui vient, il y a un petit croche-patte méta, un énième nerf sur les Eldar, pas vraiment justifié du côté de Game Workshop, qui a, dans un premier temps, eu un peu le raison du moral de tout le monde, en particulier de Mathieu, qui a exploré d'autres options, le TS, qui ne lui correspondait pas vraiment. Et on est très content d'avoir pu retrouver une liste qui vraiment performe bien et qui l'a bien entre les mains. Et donc ravi de le voir là avec une liste aussi forte, parce que spoiler, la liste est très forte. Yes, pour les personnes qui suivent Devdoulets depuis 2018, c'était mes premiers championnats du monde, c'était streamé avec un téléphone sur Facebook. C'est aussi notre rencontre d'ailleurs. J'étais là. Ouais. I was there. Ouais, carrément avec ta petite chemise. Oui. Magnétos. Je les ai en plus. Pas là, mais on pourra les retrouver. Et Areta, c'était, je crois, le premier Français à être sacré champion du monde à l'époque où les championnats du monde en solo étaient faits par le WTC, l'ETC à l'époque. C'était pas le premier, puisqu'on avait plutôt une histoire de premier. L'année d'avant, Bizutor avait gagné à Salamanque. Mais il avait une très belle liste avec Chris Spears. C'était le premier, alors que tu étais là. Ça n'existait pas. Absolument, ça n'existait pas. Et en tout cas, là où je suis d'accord, c'est que c'est le premier à partir du moment où le jeu est devenu le jeu. Parce qu'avant la V8, je suis désolé pour les vétérans, mais
pas le jeu. Tu vas te faire chier dessus. Tu vas te faire chier dessus. Oui, bah, dites-le. Est-ce Voilà. que tu peux nous expliquer vraiment autour de quoi tourne la liste? On voit ici qu'il joue Linky, je rappelle qu'il fait des crits sur du 5. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui va avoir touché une unité, tout le reste de l'armée Eldar va pouvoir crit sur du 5. Et on voit qu'il joue Linky, énormément. c'est un compteur EDF. Hein. Non, mais juste pour toi. Hein. J'ai lui Linky, parce qu'on se connaît. On est un team. Tu l'appelles Linky, toi. Et derrière, il joue 3 fois 10 Whooping Hawk, qui, je rappelle, on la touche fatale. Ok. Donc vas-y, si tu veux continuer la Oui, liste. oui, non, comment est-ce que ça joue pour que les gens comprennent en fait? Énormément de mobilité, puisqu'à partir du moment où tu joues des 30 Swooping Hawk, tu bouges de 14, de 16, si jamais tu as utilisé ton token, tu peux advance et tir, parce que naturellement, c'est assaut. Tu distribues des mortels, donc déjà, quand tu t'engages, tu distribues 15 mortels en moyenne, puisque c'est 5 mortels en moyenne par pack. C'est déjà c'est pas drôle, t'as pas commencé. Et surtout, comme ça se fait immédiatement après ton mouvement, tu peux aussi éclater des screens et prendre la place du screen suivant. Tu vois. Donc ça, tu as énormément d'ingénierie possible avec ça. Ça fait 40 tirs par pack qui sont létaux. Tu l'as dit, tu peux proc le crit 5, donc le critique à 5, qui va te permettre de vraiment turbo bombarder. Donc tout ce qui n'est pas une save à 2, en fait, tu vas le saturer et tu vas le péter. Donc c'est une attrition extrêmement fiable. C'est une mobilité terrifiante, parce que quand on bouge de 16 plus des 6 et qu'on tire à 24, ben en fait, c'est tout ce qu'il faut pour passer de ta zone de déploiement, arriver au milieu, prendre les losses sur la zone de déploiement adverse. Donc tu bombardes à la mortelle ce qui est au milieu et tu tires sur ce qui est deep dans la zone de déploiement adverse. Il a également Jenzar avec des Banshee qui lui permet de fight first et donc de défendre son dispositif des pressions trop fortes. Ça te découpe en sushi, hein, Jenzar et les copines, ça te déboîte, donc c'est suffisant pour tenir un dispositif d'héroïque intervention. Et quoi qu'il arrive, sinon ça se projette très loin, puisque ça advance auto de 6 et ça peut aller découper un peu n'importe quoi, même des véhicules. Il a naturellement Fouegan, hein, légende, je souffle s'il vous plaît, légende Fouegan, qui est une atrocité toujours, même s'il a perdu son film de PN5. Je suis pas d'accord avec toi, le fait de pouvoir faire 12 dégâts, c'est normal. C'est normal, surtout quand tu peux. Bon, c'est normal. Et qui dirige une équipe de 10 dragons, pour qu'il leur donne une augmentation de portée. Ces dragons, ils sont dans un serpent, vous connaissez le mécanisme, vous pouvez descendre et vous pouvez réembarquer dans le serpent, donc ça permet de ne pas sacrifier l'unité engagée. Une fois qu'elle est engagée, elle remonte dans le serpent. Le serpent, il est derrière une footprint de ruine, et donc venez le chercher maintenant. Donc c'est chiant. Donc ça fonctionne comme ça établit un freeze, ça a des unités très peu chères pour jouer l'ouverture de game que sont les Void, comment ils s'appellent, les corsaires, voilà, les corsaires, Void River, ils sont en 2 mots, je crois, ils sont sur 2 lignes, les Void River, parce que chaque pack de 5 a 10 dossiers, ça vaut 60 points. À l'aide, tu peux même faire du deny, tu peux même sacrifier en early game, ce qu'on appelle l'early game, c'est début de partie. Ça te permet d'aller mettre des ressources sur les objectifs du No Man's Land ou d'une action. Poubelle. Et en fait, tu t'en fous parce que le mec mettra plus de ressources pour les détruire. Voilà, donc ça se coûte de 7, ça bouge de 7, ça peut advance, ça peut mettre un token pour rebouger de 2 de plus. Bon, ça va. Je me permets de répondre à une question du chat parce que là je vois, faut savoir qu'ils ont écrit le nom de la règle et pas le nom du détachement. Ils jouent bien en guerrier aspect, c'est-à-dire qu'il a la relance D1 à la touche et à la blesse dès qu'il va jouer un temple aspect. Tout à fait. Et ça tombe bien, il joue des temples aspect. Voilà, et il joue des temples aspect. Donc voilà, donc effectivement, on a une liste qui est très mobile, qui joue très bien à Warhammer. Hein. C'est une expression qui se développe, jouer à Warhammer ces 2 dernières années. Ça veut dire en gros, on peut vraiment jouer les scénarios. C'est le développement de cette expression, ça montre quelque chose du jeu. Elle n'existait pas avant. Oui. Ça veut dire que on ne jouait pas Warhammer avant, pour ceux qui voulaient me contredire pour le fait. Non, mais je dis pas ça juste pour vous provoquer. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on Pour expliquer, il faut savoir que par exemple, jusqu'au Covid, en gros, dès que vous détruisiez l'armée adverse, même si vous aviez mis 0 points de scénario, vous gagnez automatiquement 20-0, donc le maximum de points. Et ça crée des situations un petit peu buesques où on voyait un mec caché derrière un mur et si il réussissait 3 saves, le mec gagnait alors que sinon il prenait 20-0. C'était assez particulier. Il y avait ça. Et moi, j'ai voulu laisser le plaisir sur 5 rangs de jeu. Et donc, comme tu dis, ça joue à Warhammer. Un hyper avantage à l'attrition, effectivement. Et donc maintenant, jouer à Warhammer, ça veut dire on est en capacité de tenir jusqu'au dernier tour le jeu, aussi bien à l'attrition qu'au scoring. Donc ça joue très bien Warhammer. On est sur une grosse liste de skills pour Atata, et ça tombe bien parce que c'est un jeu avec un énorme skill cap, donc c'est top. Oui, on est sur une liste de skills et une liste où on dit où il y a du skill expression, et donc il n'y a aucun doute sur le fait que s'il y a une faille, il la punira. Et c'est une liste qui punit très fort. Yes. Ensuite, on a Salisia, donc notre joueur Chaos Space Marine. Intéressant ce choix aussi du Chaos Space Marine qui n'a pas fait l'unanimité des nations. Non, c'est vrai. Après, Alex, c'est un joueur KO overall, donc il y avait beaucoup de possibilités pour lui. On a hésité d'ailleurs assez longtemps. Thousand Sun, Emperor Children,
Chaos Space Marine. Il se trouve que les codecs sur lesquels il avait pris le plus de reps, donc le plus d'expérience, c'était l'Emperor Children. Et l'Emperor Children, ben, ça marche pas bien contre l'IK, ça marche pas bien contre le CK, ça marche pas bien contre le DG Hammer. Ça faisait quand même beaucoup de sujets qui nous avaient l'air un peu auto-include, qui marchaient bien contre lui. Donc on a décidé de ne pas le lancer en Emperor Children. Et il est parti en Chaos Space Marine. Je pense que ça va lui correspondre tout à fait. Il y a beaucoup de ski expression. Dès qu'il y a la moindre erreur, ça punit. Est-ce que juste expérimental augmentation, c'est donc le détachement de Fabrice. Ouais, c'est Fabrice. Fabou Fabou pour les intimes. Donc on est sur. Qui permet de choisir un bonus, soit de mobilité, soit d'attrition, soit de tanking. Ou de le jeter et de le relancer parce que tu as Fabou. Voilà. Tu as 3 grosses briques. C'est le principe de ces détachements de Fabius Bill. Tu as 3 grosses briques, 2 de posséder, une de Chosen qui sont dirigées par Fabius Bill, qui peut blanc un dommage. Donc ça donne au Chosen une résistance étonnamment forte. Un dommage par phase. Et puis derrière, là aussi, tu joues très bien Warhammer parce que tu as tous les pactes démoniaques, les Dark Pacts des Chaos Space Marine. Donc quand tu vas au corps à corps, tu vas pouvoir choisir Sustain ou Létal, ce qui est juste pété. Parce que si tu tapes sur une endurance plus forte que toi, tu prends Létal et tu as plus un bless équivalent. Si tu tapes sur une endurance plus faible que toi, tu prends Sustain et tu as plus un hit équivalent. Quand tu as cette latitude-là de jeu. Et puis Salisia, Salisia c'est aussi un. En fait, on pourrait ça tous les jours, mais en tout cas, ouais, Salisia, London GT, grosse perf l'année dernière. Franchement, gros joueur. Donc en effet, liste aussi à skill et à projection, donc qui permet de rentrer dans les erreurs de l'autre. Absolument, qui permet de punir les erreurs de l'autre, parce que comme on l'a dit, ça peut advance tir, ça peut advance charge, donc ça va quand même assez loin. Les possédés, ils bougent aussi fortement, donc voilà. Yes. On continue avec Red Slot. J'ai plus affiché les listes. Voilà. C'est bon ? Ouais. Okay. Avec Red Slot qui est notre joueur Votan et qui joue le détachement de l'index, donc le Oathband qui permet donc de mettre des tokens de rancune supplémentaires. Bon là c'est pas contre Red Slot, mais on joue sur une liste qui est quand même assez résolue, qui est quand même assez connue depuis longtemps. Donc lui il la connaît très bien. Donc la classique, le détachement index depuis le début, de forteresse, farci à ras la gueule de Zerk, derrière des motos un petit peu. Il y a un pack de Brokir. Qu'est-ce que c'est que ce pack de Brokir ? Bon, on est sur un pack qui fait du blast, force 5 plus un bless, qui tue très très bien les hordes et qui fait anti-véhicule de plus. Donc qui tue très bien les IK. Ça tombe bien, il y a des hordes et il y a des IK. Voilà, donc c'est tout. Pas grand chose de plus à dire sur D'accord. Le fait d'avoir passé par exemple les berserkers en effectif max et ainsi de suite, c'est justement aussi pour avoir entre guillemets, même s'il y a beaucoup d'œufs, mais des gros œufs, pour avoir un gros œuf contre un IK par exemple. C'est aussi parce que au moins il est plus facile à pareiller dans ce sens-là. Pas forcément contre les IK, mais en fait c'est une liste qui est jouée comme ça déjà depuis je dirais presque une année. Le fait d'avoir un effectif maximal sur les ERC, ça te permet de maximiser leur utilité et leur projection, parce que tu vas en perdre le temps que tu atteignes la cible, parce que il va y avoir un Desperate Escape, parce que tu vas débarquer, tu vas jeter des dés, puis après tu vas te faire quand même un peu tirer dessus, tu vas sauvegarder au Field No Pain parce que tu es un bâtard, mais après tu vas pouvoir attaquer. Et pour pouvoir attaquer, il faut quand même avoir un effectif restant sérieux. Il en va de même pour le fait de bénéficier du taper en mourant. Si tu as 5 mecs qui tapent en mourant sur le 4+, tu vas faire 6 attaques, ça fait peur à personne. Si tu as 10 mecs qui tapent en mourant sur le 4+, tu vas faire 15 attaques, voilà, touche à 3, blesse à 2, dommage 3, PA 4. Bon, ça fait peur. Voilà, donc c'est pour ça le pack de 10 c'est pas forcément orienté contre les IK et les CK. D'accord. Marrant, il y a déjà des commentaires donc sur la liste de Petit Nico, donc l'Astra Militarum qui va jouer donc avec la règle des Raccoon Element. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce détachement, qu'est-ce que ça fait et pas trop, puisque je sais que c'est typiquement le genre de liste où vous voulez pas trop en dire. On va pas aller dans le détail, mais c'est une liste on peut lister ses aptitudes et elles sont accessibles à tout le monde. C'est une liste qui donne à des bodies en du 3, une save à 3+ couvert. Donc une save de 6 stats. Mais pour 6 points par body. Donc déjà c'est toxique. Au tir, uniquement au tir. Ça veut dire concrètement que dès que vous êtes à couvert, vous avez +1 à la save. Dès que vous êtes dans un décor, vous avez encore +1 à la save. Et vous avez +1 avec votre ordre. Donc vous donnez +3 et vous êtes à 3+ couvert. Voilà. Donc vous résistez très bien aux phases de tir. Puis en plus ça, vous revivez, puisque vous avez un médic dans votre pack. Donc c'est de la chair à canon, ça revient, ça revit. C'est quasiment des gaunts, les bordels. Donc voilà. Puis vous avez la possibilité d'empêcher
un mec de FEPA 12 pour un PC au début de sa phase de mouvement. Donc ça aussi, on sent que ça peut faire chier un certain nombre d'armées qui aiment bien FEP charge ou même FEP tir. Donc je pense que c'est pas difficile de nommer le Desgard ou le GSC. Ceux-là, ils aiment pas. Tous ceux qui ont des gameplays de FEP. Le GK aussi, mais il n'est pas là. Et puis ça peut reactive move. Donc ça peut faire un mouvement réactif de 6, soit en arrière, si jamais vous le menacez, soit en avant, s'il veut resserrer son étreinte sur vous dans le move block. Donc voilà. Après, on va laisser les gens se demander contre quoi c'est. Il peut le jouer de façon offensive, il peut le jouer de façon défensive. Il peut, à part s'il tombe, ce qui ne serait pas possible, contre Tanker et ses 4 berserkers, ça devrait bien se passer. Oui. Juste, excuse-moi, comment est-ce qu'un joueur fait quand il a 1h40 de jeu sur une clock pour jouer 160 modèles? Comment est-ce qu'il fait pour ne pas se fatiguer? Comment est-ce qu'il fait pour passer d'une table à l'autre entre les 2 rounds? Est-ce qu'il y a un dispositif, je sais pas, peut-être. Je sais que sur Age of Sigmar, ils avaient des boîtes qui permettaient de mettre un nombre de dés, tu sais où. Quand tu vois, ça c'est la boîte des 40 dés, ça c'est la boîte des 60 dés. Tant que tu vois pas de trou, tu sais que tu as tes 60 dés. Comment est-ce qu'il va faire lui en termes d'organisation pour pas se faire cloquer? Et puis par le passé, je me rappelle très bien de Lexa par exemple qui jouait une liste, alors pas similaire mais avec du monde. Lexa le deuxième jour il avait du drop parce qu'il avait des problèmes de dos. Enfin c'est con hein, tu vois, mais on est quand même sur ce genre de potentiel quoi. Oui, alors l'année dernière j'ai joué ça et ça s'est passé très bien. En fait tu as raison, ça demande un peu d'organisation. Déjà en dehors des 2 dernières rondes qui sont un peu plus courtes, on a 2 heures de jeu chacun. On a des rondes de 4 heures plus 30 minutes d'appariement. Donc ça permet d'être assez à l'aise. L'avantage de la liste de Petit Nico, c'est qu'elle ne joue qu'une phase de mouvement et une phase de tir. Elle ne va pas faire une phase de charge et une phase de corps à corps, pile-in conso. Donc ça peut être beaucoup plus long. Donc, par exemple, je pense qu'une armée comme celle de Tanker peut prendre un peu plus de temps que celle de Nico. Après, tu as raison, il faut s'organiser. C'est aussi pour ça que les coachs sont là. Pour essayer de limiter l'impact sur les temps interstitiels entre deux parties, rassembler les figurines, s'assurer que tout est bien là. Je rappelle, hein, en effet, tu l'as dit au niveau de ton activation et tout, mais ouais, demain, moi je te fais faire 40 sauvegardes, t'as des films de pain, c'est sur ta cloque. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait vrai. Mais même, et ça s'est vu sur Age of Sigmar, là, on a vu notamment des grosses nations. Je crois que les États-Unis, justement, font un nul contre la France parce que Titi joue contre un joueur et il a forcé à faire toutes ces attaques. Et ce qui est légitime, tu vois. Bien sûr. Alors, écoute, moi je suis pas inquiet parce que les joueurs savent ce qu'ils font. Nico, il sait qu'il doit s'entraîner IRL pour apprendre à manipuler ses modèles, apprendre à avoir la bonne micro, où sont les plasmas, comment est-ce que je le déclare à mon adversaire, comment est-ce que je m'assure que je fais le bon opponent management. Donc mais aussi mes bonnes cohésions. Je lui dis bien, tiens là, je veux empêcher que tu passes avec tes socles de 32 mm. Donc ça te prend du temps et de l'énergie et de la concentration. Mais c'est tout à fait je veux dire, en capacité, je veux dire, à la portée de Nico. J'ai pas de doute là-dessus. Il s'entraîne beaucoup là. On le voit pas beaucoup parce qu'il s'entraîne pas avec nous, mais il s'entraîne beaucoup et il s'entraîne le plus en IRL parce qu'il en a besoin, puisqu'il fera pas le War Master. Lui, je crois pas que ce soit parce qu'il a pas envie de montrer la liste, c'est parce qu'en fait il a pas les congés. D'accord. On fait comme ça alors. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est ouf parce qu'on vient de voir les 8 listes. Il y a pas soit un adversaire, soit une liste sur laquelle tu as envie de tomber. C'est quand même un roster très 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 énervé. Hein. J'ai pas très très envie de m'auto-sucer si tu veux là-dessus, mais on a une équipe qui s'est reconnue elle-même, hein, pas moi, mais s'est reconnue comme étant l'équipe la plus à même de représenter les couleurs. C'est aussi l'avantage d'un mode de choix qui associe tous les pairs en fait. C'est-à-dire que tu peux pas trop te tromper. Hein. Si tout le monde dit bidule, il fait peur, donc vas-y prends-le avec nous. Si tout le monde est d'accord pour dire ça, à la fin les mecs font peur. Après, attention, hein, des clients en face, on est champion du monde, mais en face, il y a des légendes. Donc, nous, on va chercher notre classification légende là, sur ceux de WTC. Donc, faut pas être trop confiant, il faut pas se croire trop beau. L'équipe est redoutable. Le roster me paraît bien répondre à la méta qu'on a trouvée en face. Moi, me sens à l'aise pour la phase d'appariement. Maintenant, on joue à Warhammer, on jette des dés, parfois on fait des erreurs. Dernière question, et ça sera une bonne transition. Est-ce que tu as pu avoir en direct ou des retours, je sais que tu es proche de l'équipe américaine, des gens quand ils ont vu vos listes? Écoute, j'étais en train de discuter avec John Lennon juste avant la publication des listes parce qu'il voulait qu'on se partage les listes un tout petit peu avant. Et il était dans son mode habituel de taunt, permanent. Bon. Et il ne m'a plus envoyé de message après la publication. C'est vrai? Plus de message. Vu. Voilà. Le seul truc qu'il m'a dit, c'est « Ah, j'aurais bien aimé que tu n'aies pas vu Arjac. » C'est tout. Voilà.
Donc, on est moins dans le taunt, plus dans la concentration. J'ai l'impression. Okay. J'en ai rien à faire, je vais me coucher tôt quand même. Ouais. J'ai pas mal de Français qui m'ont écrit en me disant putain, trop cool, le roster a un max de caractère déjà, donc on arrête de voir. J'ai bien sûr des amis étrangers qui ont vu les listes et qui ont dit lol, Tchad. Si, il y a notre ami Eric Latouras qui est le capitaine qui avait fait gagner, qui avait conduit l'équipe gagnante d'Australie il y a 4 ans, qui m'a envoyé Word Eater Tchad. Voilà, quand même. Donc oui, il a reçu des petits messages comme ça. Non. D'accord. On fait la transition donc avec vos relations avec les équipes internationales. Oui. Et donc en fait, tu vas en tout cas divulguer ce soir un partenariat donc de saison qui a déjà été actif. Est-ce que tu nous en parlais pendant qu'on l'affiche ? Écoute, l'année dernière, la seule équipe qui nous a draw, c'est la Suède. Et on a été obligé d'observer qu'on n'avait pas la même façon de voir le wargame et qu'on avait beaucoup de choses à s'apprendre. C'est aussi des gens assez différents culturellement de nous. On a des grandes gueules, on est méditerranéens. Ça mange la biscotte. C'est des nordiques, Chris Krolls. Bon, voilà. Donc c'est pas du tout les mêmes tempéraments. Et donc on s'est dit, puisqu'en plus de ça on s'appréciait, que probablement on avait beaucoup à s'apporter à travers cette année. Et donc ça, c'est une idée qui a germé un petit peu avant Atlanta l'année dernière. Et on s'est vu à Atlanta avec Jesper et puis également avec Jordan, parce qu'on reste dans les clichés des non-nordiques, donc voilà. Donc à Atlanta. Et aussi avec Jonathan. Et qui sont les 3 leaders de l'équipe. Et on a conclu qu'en fait, on apprécierait travailler de façon complètement transparente et partenariale toute l'année. Donc, on a partagé toutes nos conclusions, toutes nos matrices, tous nos retours d'expérience, aussi bien humains que donc sur les joueurs, que sur leurs joueurs, nos joueurs, les joueurs adverses, nos perceptions méta. On a construit les rosters ensemble aussi. D'ailleurs, ils connaissaient notre roster avant d'y aller, connaissaient le leur avant d'y aller. On a eu aucune... Vraiment, on a travaillé en toute transparence avec eux, main dans la main. Là, maintenant, on continue de travailler avec eux, mais c'est le temps de la compétition. Donc, on ne se montre plus les matrices, on ne parle plus des listes qu'on a en commun, on analyse les listes des adversaires qu'on n'a ni dans leur roster ni dans le nôtre. Mais ça a été une belle aventure. On a fait, pendant l'année, un scrim par mois, en se disant, donc les scrims, c'est les affrontements 1v1. Et donc, on en faisait un contre eux, un contre notre équipe, et on alternait. D'accord, je regarde, j'étais en train de vérifier. Eux, ils jouent un CK. Eux, ils jouent un CK. Absolument. Et ça fait partie des informations que tu avais avant Complètement. Oui. Et on leur a dit pourquoi nous, on n'en prenait pas. En fait, pour le dire simplement, nous, on leur a dit, c'est hors de question qu'on amène un clou à une convention de marteau. Et ils ont rigolé, ils ont dit, on comprend, mais nous, on amène un clou en diamant. Voilà. Ce qui est un peu vrai. Si on regarde, si vous voulez vous regarder la liste CK suédoise, on n'est pas du tout dans les listes un peu teuteux. 6 CK, j'ai qu'un plan, je te fonce dessus, je maîtrise pas le rythme. On est dans une liste qui a 3 CK, les gros, plein de petits CK, Rotigus qui est une purge qui va ralentir si jamais le match. Que vous verrez lundi en rapport de bataille. Voilà. Je joue d'ailleurs la liste. Je joue les 5 gros et Rotigus. Des petites bêtes de Nurgle, des carnivores. C'est une liste très intelligemment construite et qui effectivement a la saveur d'un clou en diamant. Ouais. Donc voilà, on a fait. Donc je te disais, pendant la phase de préparation, pendant l'année, on faisait un script contre eux tous les mois. Et là, pendant la phase... Scrim, c'est le fait de jouer sur Tabletop Simulator, donc en fait un logiciel qui modélise une table de jeu pour pouvoir jouer de façon digitale. Oui, tout à fait. Et on a fait, donc là c'était une fois par mois contre une autre équipe. Et là, depuis la phase finale, donc le sprint final où les équipes se renferment sur elles-mêmes, c'est toujours un peu délicat et c'est aussi pour ça qu'on a noué ce partenariat. On a fait un scrim par mois contre eux, un scrim par semaine, toutes les 2 semaines contre eux, et un scrim toutes les 2 semaines contre le reste de l'équipe de France. Donc, ce qu'on avait appelé les wannabes, donc ceux qui n'avaient pas été sélectionnés. Donc, c'était une semaine wannabe, une semaine Suède, une semaine. La question, c'était sous le capitanat de Zeka, d'ailleurs, qui nous a rendu encore une fois champion du monde. Gros bisous à lui et à tous ses joueurs dont tu as fait partie. Certains joueurs avaient fait jusqu'à 300 parties. Oui. Et là, cette année, en termes de travail, comment est-ce que ça s'est continué ? On n'est pas sur une. Enfin, c'est pas important que ça soit 290 ou tout ça. Non. Mais sur la quantité de travail, la quantité d'investissement, elle est comparable, voire. Je peux pas dire si c'est supérieur, en tout cas, mais le mindset est le même. En fait, il faut surtout regarder tous les joueurs n'ont pas la même façon de travailler. Tu vois, par exemple, un Aretas, il va y penser aux chiottes, il va y penser dans les transports, il va faire moins de parties que la moyenne. Par contre, il va pas être moins préparé. Il va aussi beaucoup regarder les parties en ligne, les parties qu'on fait sur Discord, et donc il vient spectate. Il y a des joueurs qui ont besoin de jouer, et qui ont besoin de jouer en situation, donc qui vont pas être dans une partie assistée.
qui vont faire 3 parties dans le temps de 4 heures, et ils vont en perdre une au T1. Ça, tu vois, c'est plutôt le profil de Salisia. Il y a des joueurs qui vont avoir besoin de jouer, mais qui vont avoir envie de tout disséquer. Donc, ils vont faire des parties en 5 heures, parce que ça va être copiloté. Avec un débrief. Ça, c'est plutôt mon style. Tu vois. Chacun son style. Ils sont grands. Moi, je ne micromanage pas leur façon de travailler. C'est les meilleurs joueurs du monde. Je ne vais pas leur expliquer comment être meilleurs qu'ils ne le sont. Donc, ils sont responsables de leur niveau d'entraînement. S'ils ne sont pas assez entraînés, ils ne sont pas sélectionnés. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, on est dans le même vibe, la même énergie, avec peut-être plus de certitude, en tout cas de confiance en nos capacités. Pas moins d'ego, parce qu'il y en avait déjà beaucoup l'année dernière. Mais il y a aussi, je pense, une pression un peu du devoir, parce que là, on sent qu'on peut transformer l'exploit de l'année dernière en quelque chose d'extrêmement durable. C'est un peu le moment de vérité, quoi. Si on fait un podium cette année, tout le monde va comprendre qu'on installe la France durablement dans le paysage des toutes meilleures nations du monde, et ça, c'est exactement ce qu'on voulait faire avec Laurent depuis le début. Si on fait premier, là, tout de suite, on est élevé au rang de légende. Bon, mais après, c'est les chants en latin quand on rentre dans une pièce. Hein. Voilà. Yes, tu nous as aussi préparé quelques listes, alors soit très mainstream, soit très exotiques. Vas-y, je te laisse, t'as 3 listes à nous présenter. Oui, c'est important de regarder à quoi ressemble la méta dans les trucs omniprésents, pour se donner une idée. Et pour reproduire chez vous, hein. Si vous voulez aussi, recopier oui. ce genre de liste, il faut savoir bien évidemment les maîtriser, sinon ça va pas faire rigoler vos copains. Mais à côté de ça, c'est intéressant de les trouver. Exactement. Et puis, il faut aussi regarder ceux qui ont un petit peu pensé out of the box, hein, comme on dit, en dehors du panier. Putain, il n'est pas bilingue, il ne se rend même pas compte. Donc, la première, c'est... je vais la retrouver, oui, donc c'est l'Allemagne. On a une liste un peu out of the box, qui est out of the box au regard de la méta actuelle, mais pas out of the box au sens où elle était inconnue. C'est un mélange démon Chaos Space Marine. Donc, notamment, ça s'appelle ACDC Demon. ACDC, pourquoi? C'est une blague un peu américaine. AC, Accursed Cultist. DC, c'est la Dark Commune. Donc ACDC, le groupe de musique, vous avez compris. Donc là, on a le détachement du prince Bebel. Qui passe en France, excuse-moi, dans 2 semaines. Qui passe en France. Je ne vous ai rien dit. Les places sont à vendre sur French War Game Studio. Vraiment, n'hésitez pas à consulter le YouTube de Julien. On va faire péter le truc. Voilà comment la rumeur est partie. Donc on a ce qu'on a l'habitude de retrouver, des Nurglings pour l'infiltration, des Beasts de Nurgle aussi parce que ça fait des mouvements scouts et c'est un peu la purge à tuer, des Screamers parce que ça a été baissé en points et c'est aussi tout à fait la purge à tuer, hein, vu à 4, 3 PV, c'est pile la morphologie qu'on déteste. Ça bouge super vite et Tsantukal d'ailleurs 1 de T17, c'est ça, nous l'a montré lors du dernier top 8. Tout à fait. Des Seekers parce que ça permet d'aller cage l'adversaire parce que ça fait des mouvements scouts, ça va très vite donc ça peut aller move block dès le début. Et bien sûr, les Hackers cultistes avec leur Dark Commune. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. En fait, si tu veux, dans le détachement démon, ça vient compenser une faiblesse qui est l'objective control et le contrôle de map overall. Comme ça peut scout move. Et après, ça peut mouvement, advance, charge et puis saturer. Le démon n'a pas beaucoup de saturation. Là, plus un hit, plus un bless. Bon, ça fait des Dark Pact, ça fait le taf. Bien entendu, vous retrouvez les usual suspects, comme on dit, donc Be'lakor, qui peut donner du lone-up qui est clé dans ce match-up. Pareil, hein, quand vous avez un pack qui vous dit je vais bouger de 6 plus D6 plus 2D6 à la charge, et avant ça il est lone-up 18, bon c'est chiant. Et bien sûr, ce qu'on appelle le Fade Thirster, donc le Blood Thirster, donc le buveur de sang, qui a la relique Fade to Darkness, qui lui permet, après avoir tué une unité, de repartir. Qu'on avait aussi vu avec Tsantukal. Donc le gars, il rapid ingress tous les tours, il te vient te charger, il te pète la gueule, il repart dans les ombres, il rapid ingress, il fait ça 4 fois. Et si tu te démerdes bien, il fait ça que sur des screens. Voilà. Si tu te démerdes pas bien, il te déboîte. Yes, intéressant aussi autre chose. Alors là, c'est le roster allemand. Tu pourrais nous en parler. C'est que, comme tu l'as dit, ça permet en fait d'aller mettre du Space Marine du Chaos qui est pas super présent, du démon qui n'est pas très présent non plus, ensemble, et donc de libérer toutes les autres armées du Chaos qui en ce moment sont fortes. On pense à la Death Guard, les Thousand Sun et les RK pour le reste du roster. C'est aussi une liste qui est basée sur le joueur. C'est-à-dire que les Allemands, ils ont beaucoup de OTP, donc de One Trick Pony, One Trick Player. Lui, Nicolas, il est connu pour ne jouer que démons. Donc, ils mettent leurs joueurs dans une position de choix de confort, en fait, de confort comfort pick. Et ils amènent cette liste. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'un codex expert, un expert de ce codex peut faire.
Ok. Ensuite, tu voulais nous parler d'une liste polonaise. Ouais. Alors là, on est plutôt dans les sentiers. Oui. Là, on est au cœur du sujet. On est sur Victor. Victor qui était venu. Ça faisait partie des 2 invités au French Wargame des 2. Tu sais qu'on avait invité des étrangers. Je me rappelle que vous avez souillé la gueule. Vous avez bien souillé la gueule, mais moins que Machson. Moins que les Belges. Les Belges et Machson qui étaient je me souviens très bien. J'ai très bon souvenir. Bon, c'est comme ça. Lui, donc là, il a décidé de jouer le Death Guard classique, donc le Hammer of Mortarion. Il a 2 Plague Burst Crawlers. La plupart en ont 2 et pas 3. Il a ce que nous on appelle les drones exocrines, là, qui tirent exactement comme des exocrines. Il a des Poxwalkers. Pour 2 fois moins cher. Chie un peu pour dessus. 2 fois moins cher. S'il te plaît. Et oui, on peut chier dessus. Des Hellbrutes, c'est franchement pas mauvais. On les voit apparaître de plus en plus en DG. Eux ne seront pas nerfs quand les drones seront nerfs, donc ils vont vraiment être joués. Parce que ils ont plus 1 pour toucher, ou pour blesser. Quand tu es en portée de contagion, donc leurs Melta deviennent pas drôles, leurs attaques Force 12 deviennent pas drôles. Bon. Voilà. Et puis après, on a le reste qu'on connaît, des bifitiques parce que ça tue très bien les véhicules, le taliman parce que c'est moins cher que donné et ça donne un PC. Le Bifitiques, je rappelle, plus un blesse contre les monstres et les véhicules, Ouais. donc il se retrouve à blesser quasi tous les véhicules. J'ai la même à 2+, si t'es en aura de contagion avec tout ce qui va passer en endurance 9. 2-3+, parce qu'il a force 9, du coup il fait passer le véhicule en du 10 à 9, ça fait 3+, t'as raison. Ou 2+, si c'est un Rhino. Enfin, Si tu vois, 2+, c'est Rhino, exactement. t'arrives avec des aberrations statistiques, on va dire ça. Ouais, tout à Comme ça. fait. T'as voulu nous montrer aussi une autre liste, là pour le coup, un des seuls Adeptus Mechanicus qui en plus est joué quand même par un Polonais, Golonka. Oui, écoute, lui il joue cette liste depuis 1 an, et il n'a perdu qu'une fois contre LBS. Voilà. 16-4. Ah, le nul. Voilà. Tous les autres, non mais le nul, tous les autres, c'est entre 19 et 20. Le match en compétition. Donc c'est un joueur redoutable. C'est le seul à jouer au monde à ce niveau-là, Radzone. Le précédent qui jouait Admech avec un bon niveau, c'était Skitari Court et c'était Ziegler. Richard Qui Ziegler. t'avait sorti. Ouais. Non mais c'est important. C'est important. Est-ce que c'était un échec? C'était un échec. C'était un échec. Tu t'es fait sortir en live à Atlanta Ouais. alors que t'as payé plus de 2000 € pour y aller. Par un Gédinite, ça fait chier. Putain. Vraiment, bravo. Non, mais... Devant la France. Allez-y, retournez-y. Vraiment, le format WCW, c'est bon, mangez-en. Plus sérieusement, est-ce que t'es sur un pur stat check? Qu'est-ce Non. qu'elle fait cette liste? Pas du tout. C'est une liste qui propose quand même beaucoup de ressources. Déjà, elle joue avec vos nerfs parce qu'elle vous bombarde dans votre zone de déploiement avec des radiations. Donc, elle vous battle shock ou elle vous attribue des mortels. Donc, vous êtes toujours en train de vous dire est-ce que je reste dans ma zone de déploiement? Est-ce que je reste pas? Ça vous pète les couilles. Mais de ouf. Voilà. Après, ça joue sur le kit de stratagème très fort. Ça donne un advance à 6 auto au Skitari. Donc là, dans cette liste, pour mémoire, donc on va avoir une trentaine de Batman. Hein, donc, tous les chauves-souris un peu bizarres. Exactement, ça bouge de 2. Il y en a certaines qui peuvent rebouger de 6 après avoir tiré, voire de 12 si elles finissent à côté d'une ligne. Et en plus, elles ont 2 PV par tête de pile. Tout à fait. Il joue un pack de cataphrons Breacher et il joue un autre pack, ça, il vient de le rajouter, un pack de cataphrons pas Breacher, donc Destroyer. Hein. Les Breacher, leur caractéristique, c'est qu'ils relancent la totalité des touches dès qu'ils sont à côté d'une ligne. Ils vont être létaux, ils vont être sustain. Et du coup, ça fait qu'ils Overwatch comme des gros sacs. En Overwatch, j'avais calculé, ça fait 21 PV à un Nika ou un CK. Voilà, Overwatch. C'est pas mal. Et donc, c'est bien. Et donc, le gameplay est le suivant. Vous faites une auto-advance à 6 avec vos Batman dès le début. Donc, ils bougent de 12, plus 6, 18. Ils tirent, ils rebougent de 6. Donc, ben voilà, 24, bravo. Voilà, donc ils sont devant vous. Ça vous permet, puisque vous venez de move block votre adversaire comme un gros sac, d'advance avec toute votre armée très très fort, parce que vous ne risquez pas d'être puni par votre adversaire, parce qu'il va pas, à moins qu'il vole, il passe pas par-dessus vos modèles. Ça veut dire que le tour d'après, vous pouvez déclarer la bonne doctrine, advance et tir, et donc là vous mettez vos breachers, vous faites une advance, vous les mettez de l'autre côté d'un mur, vous tuez une unité, vous en pinez une autre. Ils ont ça parce qu'ils bougent de 5 de mémoire, donc ça fait une advance à 11 avec l'assaut, et sinon en fait ils peuvent pas passer leur socle d'un mur Voilà. à l'autre, Et c'est un du peu coup, chiant. comme ils peuvent faire une grosse advance dès le début, puis re-advance le tour d'après, ils tuent une unité, et ils pinent toutes les autres en se mettant à 24 et en situation d'Overwatch, et là les gars c'est Squid Game. Hein. Voilà. Nanana. Voilà. Et donc, faut pas bouger, parce que vraiment ça déboîte. Et pareil pour les petites autruches, donc les Ballistari, ça arrive en deuxième rideau. Eux, ils sont aussi sensibles au stratagème d'advance auto à 6. Donc ils peuvent venir aussi recréer un move block Tu sais, très agréable. c'est les shooters ceux-là? C'est les shooters. Il y a les shooters. Non, c'est ceux qui ont les lascans.
D'accord, ok. Parce que les shooters C'est sont pas les anti-marcheurs de plus, dragons. Ouais. ce qui crée un contre aussi potentiellement au CK Oui. et à l'IK. Il n'a pas osé le prendre, mais je pense qu'il est quand même là pour traiter les gros. Ouais. Oui. Donc non, moi je pense que c'est un joueur, je sais que ce sera un des gros carries de la Pologne. C'est lui et Machson, je pense, seront les 2 premiers carries de la Pologne. Ok, tu nous as aussi préparé rapido une liste de Drukari, puisque certains pensent que l'armée est boudée. Là, on l'a quand même dans le roster du Canada, qui est une vraie équipe. Quoi. Oui, puis je l'ai mis dans le Canada parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Donc là, Ridvan Martinez, c'est Scary. Mais on le retrouve dans le roster de l'Allemagne. En fait, c'est une liste, ce sont des listes qui sont des solutions à l'IK et au CK. Parce que vous avez des Scourge qui font des va-et-vient et qui peuvent être réutilisés, qui tirent soit à Darklands, soit au Haywire. Qu'on est en destruction, donc 4+3 mortel cache sur un véhicule. Voilà, donc ni l'un ni l'autre ne fait marrer un IK. Et donc, c'est assez rigolo de voir comment ça revient, comment ça remet un petit peu en respect, parce que je pense que ça chasse assez bien ce qui d'habitude tue l'IK. Parce que ça a des mécanismes de rapidité, plein de petits véhicules qui se transportent, c'est ce pack de bêtes qui peut venir vous agresser dès le T1 et vous emmerder, parce que ça se coûte de 8, ça bouge de 8, ça advance charge. Tu sais c'est quel détachement? C'est le détachement Wagger. Donc c'est celui qui est dans la compétition avec les Arlequins, mais il n'y a pas d'Arlequins. Yes, parce que t'as pas besoin, le kit de stratagème est très bon. Okay. Le kit de stratagème est très bon, il reroll les As pour toucher, c'est très bon. Ça te permet d'être moins dépendant au token, pain token. Parce que du coup, des fois, tu dis, non, 3 reroll les As, c'est ok. C'est bon. Non, c'est un très très bon détachement. Ça génère beaucoup de jeux, et puis surtout, qui a déjà joué contre Drukari cette année? Et c'est très bien. C'est très bien. Le seul truc que je trouve un peu limite, c'est encore une fois, c'est les fameux Beastmaster. Enfin, je trouve que l'unité, tu sens que c'est pas un glitch, mais voilà, c'est tanky et voilà. C'est très fort. C'est très fort parce que ça vient t'agresser la gueule tout de suite en fait. Avec mouvement scout, mouvement advance charge, si ça a le T1, ça vient te bloquer. Ouais. Si t'as pas préparé une héroïque intervention sur la totalité de ta ligne de front, en tout cas en phase 2, tu peux être sûr qu'ils sont dans tes pattes et qu'ils viennent te casser les couilles. S'accrochent à ton slip, c'est insupportable. Franchement, moi ce mec-là, je te dirais, j'ai réussi à l'avoir parce qu'il joue des Hélions. Et c'est fort. Et c'est fort. Et l'autre aussi. Ouais, c'est fort. Parce qu'en fait, maintenant, avec ce stratagème-là, tu mets les Hélions sustain létal. Full reroll les touches. Tu peux mettre plus un PA avec ce détachement. Il te balance 30 attaques. Dommage 2, PA 2, full reroll it, sustain létal, force 4. Ouais. Moi, ils ont attaqué mon pack de 20 à Blood Claw. Il en restait 2. Hein. Ouais. Voilà, salut. C'est stylé. Écoute, en tout cas, merci d'avoir montré des listes un petit peu plus exotiques. Je trouve que ça donne espoir, en tout cas, sur le fait que si on maîtrise une liste, même si celle-ci elle est pas top méta, elle permet de faire des choses et elle permet d'aller représenter son pays au championnat du monde. Après, Escari, c'est l'alpha Archon mondial, donc voilà. Inspirez-vous de ces listes, c'est jamais mauvais. Par contre, il faut essayer de les comprendre. Yes. Et après, t'es retourné du côté de l'Allemagne avec Fred Otto. La liste de Teuteux. Voilà. Bonjour. Voilà, de Teuteux ou de Teuton. Qu'en pensons-nous? Les deux, manifestement. Il joue 3 abominés tout simplement parce que c'est l'IK le moins cher et donc dans sa liste, il peut sortir 6 gros. Voilà. Et c'est pas seulement parce que c'est l'IK le moins cher. Le problème, c'est que l'IK a des mécanismes très forts qui synergisent fort avec le Battle Shock. Bien sûr. Quand tu mets plus un bless. Plus un bless, exactement, ou moins 1 pour être touché si on est dans le bref. Et quand tu mets plus un bless quand t'es Battle Shock et que le mec il te fait jeter 3 tests de Battle Shock jusqu'à ce que tu rates en fait. Il te les fait jeter jusqu'à ce que tu rates. Bon, tu peux être sûr que ces Gatling elles vont avoir plus un bless en fait. Donc c'est très très fort. C'est très fort. C'est aussi assez lisible. Voilà. Il y a 6 gros, ils te foncent dessus. Nous, on l'attend. Je suis très surpris de voir un Fred Otto, qui est quand même un joueur historique, jouer ce genre de liste évidente. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de skill cap, mais tu vois. Fred, c'est un joueur qui a souvent joué, ces dernières années, a joué CK. Avant, il jouait un peu Eldar, même pas mal Eldar, mais là, il jouait CK. Donc moi, je suis pas étonné, si tu veux, quand le CK est aussi haut, quand tu connais le roster allemand. Tu as Tim Schneider qui va jouer Wotan, voilà. Tu vas avoir Nicolas qui va jouer Démon. Si le CK est fort, personne d'autre que Fred Otto va jouer CK. Donc il est un petit peu on duty, tu vois, quelque part, je pense, à mon avis. Hein. Après, il n'était pas obligé de jouer une liste aussi teuteux. Ensuite, on va présenter bien évidemment les sponsors de cette équipe de France. Je rappelle, et ça sera l'objet du prochain slide, que le principal sponsor de cette équipe de France, c'est vous. Et Olivier, justement, va nous parler aussi tout à l'heure de la cagnotte et de comment ça marche. Avant ça, donc les sponsors de l'équipe de France, la fédération de Warhammer 40 000, bien évidemment, celle qui toute l'année, justement, permet à tous les praticiens de francophonie, de France, d'organiser des tournois et aussi qui a comme but premier, justement, de faire le circuit de qualification pour sélectionner le capitaine de l'équipe
l'équipe de France. Ensuite, on passe du côté des boîtes privées. On a Unito, qui est une société qui nous avait déjà, qui avait sponsorisé French Wargame Studio au dernier Atlanta. Donc un grand merci à lui. C'est aussi un wargamer dans la vie. C'est pour les personnes tout simplement qui ont envie de développer une application web ou mobile ou tout simplement un site web pour desktop ou pour mobile. Ce sont donc des spécialistes du développement web. On a aussi Wargame Spirit, qu'on ne présente plus bien évidemment, boutique grenobloise, partenaire de French Wargame Studio depuis 7 ans, et qui est aussi donc une boutique en ligne. On a aussi Solstice qui vit justement son premier sponsoring, et franchement merci infiniment à Ewen qui est derrière Solstice. Donc Solstice, c'est un paysagiste, un ingénieur paysagiste qui est situé en Bretagne, mais qui ne travaille pas que dans ce secteur-là, puisqu'il permet aussi justement de faire des projets à distance, d'accompagner les personnes qui voudraient tout simplement avoir un plus beau gazon et fleurir leur intérieur. C'est ça, c'est de la conception paysagère. Donc c'est vraiment comment est-ce que vous installez votre extérieur. Je connais bien Web. Vraiment merci à lui parce que c'était un peu le parcours du combattant. Il a vraiment été patient et il a été inspiré par l'aventure Atoll Pontivy. Exactement. Qui n'est plus là, mais qu'on salue. Qui sera d'ailleurs avec Ewen sur place parce qu'ils font les championnats en solo. Et j'espère bien. Mais c'est une commu de ouf. On en parlait tout à l'heure des bienfaits de cette passion. Mais rendez-vous compte, on a des sponsors qui vont venir faire la partie solo. Exactement. Et même ceux qui n'ont pas re-signé cette année, ils viendront quand même justement nous voir, nous envoyer des messages. Ils sont pas partis fâchés. Et d'ailleurs, le copain, il remplace. Donc franchement, moi, ça me fait plaisir. Parce que bien sûr que ça me ferait plaisir d'avoir, je sais pas, 30 000 balles qui viendraient de CIC ou autre. On va pas les nommer puisqu'ils ont rayonné. Mais bon, des banques ou des gros sponsors. Ce que je vois, c'est qu'ils sont pas là. Et ce que je vois, c'est que les membres de la communauté qui lancent leur petit business, parce que est fort notable, que ce soit Larkin ou que ce soit Unito Web, donc et Solstice, ce sont des boîtes émergentes. Donc Larkin, il est un peu plus installé, mais Web, il a 8 mois d'existence. C'est par rapport à l'expérience qu'avait eu Atoll, qu'ils ont discuté et qu'ils ont eu envie de soutenir l'équipe de France. 8 mois d'expérience, il aurait pu se verser 1000 balles de plus, à son salaire, ou en dividende ou autre chose, faire autre chose. Il choisit. C'est plus, mais on donne pas les chiffres, mais oui. Non, mais tu vois, il aurait pu choisir de faire autre chose. Il choisit de soutenir et de mettre de l'argent dans sa communauté. Là, tu parles de l'humain en plus. Je peux dire que pour y avoir parlé, moi j'ai rencontré les sponsors pour pouvoir leur parler, aussi être capable justement de les présenter. Alors là, on les survole parce que c'est plus mettre en avant aussi les personnes qu'il y a derrière et pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix de supporter justement l'équipe de France. C'est aussi justement. De l'entrepreneuriat, c'est des gens qui amènent en tout cas Paul Solstice c'est quelqu'un qui amène un vrai regard nouveau, en tout cas je trouve sur le paysagisme, en tout cas sur l'adaptation de son jardin ou d'autres, et je trouvais ça super intéressant. J'aurai l'occasion pendant les championnats du monde de vous montrer aussi justement les maquettes de ce qu'il a fait, et bien évidemment aussi on finit avec Oli qui accompagne maintenant French Wargame Studio depuis 3 mois et qui justement nous ont permis d'accompagner aussi l'équipe de France grâce à eux. Donc franchement merci vraiment à tous les sponsors. Encore une fois je rappelle, en France il n'y a pas de joueurs professionnels, c'est-à-dire que tous les joueurs dont on a parlé ce soir, que vous verrez du 7 au 10 août, à partir de 17h30 le 7, ce sont des joueurs qui payent eux-mêmes leurs déplacements toute la saison pour représenter la France. Bien évidemment, certains vont dire ça va, attends, ils se déplacent pour jouer à Warhammer, ils vont pas être payés. Il y a d'autres pays sur lesquels il y a plus d'aide, il y a des joueurs professionnels, il y a des pays où il n'y a aucune aide, c'est vrai, nous on a la chance d'avoir une belle communauté qui nous aide et ainsi de suite, mais le fait est quand même que si on peut les aider avec des sponsors et ou avec la cagnotte dont tu vas nous parler, c'est mieux. Donc voilà. C'est pas seulement mieux pour nous aider, c'est mieux pour l'inclusivité de la démarche. Si la seule façon d'être sélectionné en équipe de France, c'est d'avoir les moyens, d'abord c'est triste, et ensuite c'est pas la meilleure façon, c'est pas les meilleurs joueurs qui viennent. Si on veut les meilleurs joueurs et qu'on veut pas que ce soit triste, il faut cette aide. Voilà. Alors pour l'instant, nous on a fait le maximum pour que cette aide repose de moins en moins, chaque année un peu moins, sur la communauté. C'est pas encore évident, mais chaque année ce hobby prend de l'ampleur. Et donc, ça sera de plus en plus possible. En attendant, vous êtes incroyables et vous nous soutenez. Donc, on dit merci. Un grand merci donc aux sponsors. Et il reste à voir, comme je vous le disais tout à l'heure, le plus gros sponsor, c'est vous. Et tu nous as fait un petit slide justement qui parle de la cagnotte de l'équipe de France. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on va demain? Et comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, on appelle ça cagnotte parce que ça fait bling bling. Mais en fait, c'est une campagne de dons, fundraising en fait. Voilà. Et on est déjà presque à 18 000 € de dons. De votre côté, ce qui représente à peu près 9 000 € de net pour nous, donc d'aide, puisque bien sûr, ce ne sont pas des dons qui sont
faits comme ça en blanc, ce sont des dons qui sont faits en phase de contrepartie qu'on prend le temps de produire et qui ont des coûts de production. Et que tu nous as ramené d'ailleurs. Et que j'ai ramené, donc on va toutes les montrer, mais on les a diversifiés. Donc on a déjà une superbe casquette que je vais te laisser porter parce qu'elle te va nettement mieux à toi qu'à moi. Oui, je sais. Je te dis dans la caméra. Je sais. Bien pur. Non, mais moi j'ai vraiment pas une tête à chapeau, faut que mettre. Oui, ben voilà. Donc une casquette. On va commencer. On vous montre tout. Mec, j'ai l'impression d'être footique, ça va vous faire enculer. T'as connu footique, ça? Oui, mec. Si, laisse foot bague. Si. Fais attention. La note de stage n'est pas tombée. Écoute, elle est splendide. Ceux qui aiment les casquettes, dites ce que vous en pensez, parce que là, il est un peu pudique, mais. Non, c'est splendide. Voilà. Donc, on a les casquettes, on a bien sûr les magnifiques maillots que vous voyez ici. Voilà, donc, qui sont avec une étoile. Donc, ça compte quand même. Donc, vous pouvez les retrouver. On a des t-shirts qui sont du même acabit. Donc ils sont pas sous forme de jersey, donc pas avec cette espèce de tissu un peu e-sport néoprène. On a aussi une partenaire qui est Gwendael, qui nous propose des petits tokens que vous voyez là. Touk. Donc qui a monté son site qui s'appelle Battle Gear Shop. Donc allez voir, c'est vraiment hyper cool. Olivier en plein écran qui montre ces magnifiques goodies. Donc ce sont tout simplement des marqueurs que vous allez pouvoir faire tenir debout à côté de vos unités avec les différents bonus, buffs, debuffs. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi terraformé pour les objectifs, notamment sur le scénario Terraform. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez les personnaliser. Donc là, c'est la version de base qu'on lui a recommandé de faire. Donc Smoke. Là, il en a fait un pour FWS, il est en doré, donc je pense qu'elle est contente de passer. Chez FWS, hop. Go to Ground, qui est un stratagème aussi. Tu l'as dit, Terraformation. En fait, vous pouvez les personnaliser sur son site. Nous, elle nous les offre et elle les vend sur le site que vous avez, edf40k.fr, donc à travers notre campagne de dons. Et donc, bravo, merci elle, tu es vraiment superbe. J'étais en train de dire, après ça, je vais te faire un petit 9 trous. Je t'accompagne, je fais pas. Oui, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à les acheter parce que pour le coup, c'est vraiment très pratique pour jouer propre. Donc, vous allez sur edf-40k. Point d'exclamation EDF, de toute façon, au niveau du chat, si vous voulez. Et ça permet vraiment, vous avez vos petits stratagèmes et surtout ça évolue en permanence. Donc vous avez vos petits stratagèmes. Et vous les jouez proprement, House of Moment, -1 pour toucher, reroll les astres pour blesser. Qu'est-ce qui se passe? C'est Creative Charlie qu'on embrasse fort et qui dit PK il a rhabillé son petit frère. J'ai vu ça. Je me suis dit il va pas le voir peut-être. C'est un peu ça. J'ai rhabillé mon petit frère. T'as vu? Franchement, si avec ce physique je peux vous permettre de vendre un peu de goodies. Un Timmy. Comment ça va, Timmy? Je dis ça à Mr. Tu me la voleras pas cette casquette. Tu me la voleras pas cette casquette. Et Olivier, demain, tu la voleras pas cette casquette. Voilà, donc on a évidemment tout ça. On a les cartes que je vais vous présenter là, que je vous ai amenées, les cartes que nous avons fait avec la FEC, et puis également les schmeck lors du Fromel, donc merci à eux pour leur conception. Voilà, donc vous avez le deck de cartes pour pour tout simplement jouer les secondaires et jouer les Typiquement, on rappelle que depuis le 2 juin, il y a une nouvelle saison de Warhammer 40 000. Malheureusement, Game Workshop n'a pas fait assez de cartes pour le marché français. Vous pouvez en avoir en VO, mais pas en français. Là, vous avez des cartes qui sont en anglais, mais que vous avez directement, justement, et qui surtout soutiennent l'équipe de France de Warhammer 40 000. Tout à fait. Donc, vous avez ces cartes-là. Elles sont essentielles pour jouer. Vous avez besoin naturellement des cartes Challenger. Vous avez besoin naturellement des cartes secondaires. Elles sont très bien faites. Ça, c'est la version Tarot qui était vendue au début, qui était un peu collector, qui a un peu d'allure, mais qui est un peu chiante pour le rangement, et qui n'est pas vraiment très normée. Désormais, nous les faisons en format Magic, pour que ce soit plus simple pour le slivage. J'ai appris ce terme dernièrement. Et le boomer, tu sais, qui se met à la page. Et qui sont aussi plus simples à ranger. Donc, n'hésitez pas. On peut remettre le slide, peut-être, parce qu'on a encore des goodies. Voilà. Donc, les cartes, n'hésitez pas. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autre endroit où les avoir. Non. Donc, n'hésitez surtout pas. On a, bien sûr, les objectifs marqueurs aux couleurs de l'équipe de France avec le logo de l'équipe de France, des poches AD qui sont faites par notre partenaire Torek, avec éventuellement votre nom et le logo, et puis bien sûr on a 6 dés collector, on a élargi le panel, donc on a la Tour Eiffel, le verre de vin, la baguette, le Mont Saint-Michel, le croissant, et puis j'arrive pas à voir ici, mais encore le coq. Voilà. Et bien évidemment, je l'ai pas dit, les maillots. Si, j'ai dit les maillots, j'ai dit superbe maillot, mais t'étais avec la première étoile. Paniqué avec ta casquette. Avec la première étoile, bien évidemment. Avec la première étoile. Donc, vraiment, on a fait aussi des bundles pour pouvoir, ceux qui sont un peu gourmands et qui aiment un peu piocher dans tout, pour que ce soit aussi un peu moins cher si vous décidez d'en prendre plusieurs. Donc, n'hésitez pas à y aller. Nous, on touche la moitié de ça. C'est-à-dire que la moitié à peu près est dédiée aux coûts travaux, pas du tout.
le mec qui vient du bâtiment, tu sais. La moitié est dédiée au coût de production, l'autre moitié est reversée, en tout cas mis dans le pot commun pour qu'on puisse défrayer les joueurs de l'équipe de France. Encore une fois, le défraiement, c'est vraiment qu'un défraiement. Il y aura toujours un reste à charge pour les joueurs de l'équipe de France. Et ce sera toujours au minimum 30%. Donc le maximum, si jamais on va au bout de cette campagne de dons, ça sera un défraiement à 70%. Donc là, on a mis, si jamais on atteint 35 000 euros sur la cagnotte cette année, on aura pu financer à 70% la saison, puisqu'on est parti de 0 cette année. Donc il faut la saison qui vient de passer, que les joueurs ont avancé, et le WTC. Si on va jusqu'à 50 000 euros, on pourra réamorcer la saison prochaine, c'est-à-dire qu'on pourra financer le départ des joueurs sur les 4 événements internationaux avant le WTC. Je le mets parce que c'est souvent plus sain qu'on puisse ne pas avoir à avancer et qu'on vous ressollicite, le cas échéant, mais surtout nos sponsors, au moment du WTC suivant. Et donc jusqu'au prochain WTC, on puisse tenir sans être à sec immédiatement. Yes, on a fait le tour de tous les sujets qu'on voulait aborder avec vous ce soir. On va se faire 2-3 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas au niveau du chat, si vous en avez. J'en ai déjà vu quelques-unes. C'est avec qui je vais animer ces championnats du monde. Ça sera comme d'habitude avec le beau, le magnifique et le vieillissant. Laurent. Ah oui, t'étais obligé. Mais il portera quand même à Marcel. Si. Écoute, il doit. Et le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est la police de Twitch. Le problème, effectivement, tu as raison de le rappeler, c'est quand même l'Arcom. À ce niveau-là, il y a eu des plaintes. Il y a déjà eu des suppressions de chaînes pour moins que ça. Et Laurent, en plus, il est super difficile à régler au niveau des caméras, Laurent. C'est vrai qu'il y a un problème. Mais bon, tu le mets en débardeur et puis tu passes au niveau ad mourante, en fait, directement. Ah bah. Oui. Sans rentrer dans cette catégorie. Sans rentrer dans cette catégorie. Donc non, plus sérieusement, je rappelle, les championnats du monde, ça sera à partir du 7 août, 17h30, et ça prendra fin le dimanche 10 aux alentours de 20h. Sinon, globalement, pour les autres jours, c'est 9h30, 20h. Voilà. Tous les jours, on finira les lives, je pense, aux alentours de 20h15 avec les interviews des joueurs, des briefings de la journée, interview aussi du capitaine joueur ou du capitaine de rang pour savoir qu'est-ce qu'il pense justement de la journée de demain, si on sait déjà contre qui vous allez tomber. Au niveau des outils que vous allez avoir pour pouvoir nous suivre, bien évidemment, n'hésitez pas à rejoindre French Game Studio, notamment sur Instagram. C'est là principalement que le soir, ou en tout cas même pendant les trajets, j'annonce les matchs, j'annonce les informations, et même que vous pouvez voir la vie entre guillemets derrière les caméras. Vous avez aussi bien évidemment le site BCP pour Best Coast Pairing. C'est l'outil qui va permettre tout simplement d'administrer cet énorme événement et surtout de pouvoir voir les listes, les résultats en direct. Malheureusement, c'est un outil qui est payant, donc ne vous inquiétez pas. On va vous mettre sur un drive directement un fichier avec toutes les listes, et au moins justement toute l'audience de la WS pourront les avoir. Et je viens de le mettre gratuitement. Voilà, merci beaucoup Olivier. Donc là, vous avez toutes les listes qui sont réunies dans un seul document. On le mettra sur un drive qui sera à nous, mais ça reviendra quasiment au même. Qui a été fait par nos amis suédois et la chaîne Exactement. Velza. Donc, avec lesquels on pourra échanger pendant les Worlds. Exactement, ouais. Donc voilà en tout cas pour ces petits championnats du monde. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions au niveau du chat. Autre question que j'ai vu passer tout à l'heure, est-ce qu'on va couvrir les championnats du monde en solo? La réponse est non. En gros, je vous explique. Nous, on part le lundi, on tourne un codex review et on démonte le studio. Le mardi, on fait 1400 bornes. Le mercredi, on fait l'installation. Et normalement, en gros, le jeudi matin, vous avez la demi-finale et la finale justement de ce tournoi War Master. Il me semble que c'est Wargame Live qui va le stream. Personne voulait vraiment le stream. Personne voulait vraiment stream cet événement en solo. Donc nous, en tout cas, si on est prêt et qu'ils ont besoin, ça sera possible. Sinon, ça sera sans doute sur Wargame Live. Quoi qu'il arrive, nous, on sera là pour France-Slovénie à 17h30 pour la première partie des rounds. Et vraiment, pour les personnes qui viennent nous rejoindre, je le rappelle, c'est 7 parties qui vont être jouées de jeudi à dimanche. Une partie le jeudi de 17h30 à 22h. Et sinon, 2 parties par jour, 9h30, 22h. Exactement. Alors, ça va être une dinguerie. On est chaud. Franchement. Vous êtes chaud? On est chaud. Non mais franchement, on n'arrête pas de s'envoyer des messages et c'est marrant parce que plus on avance maintenant vers ces championnats du monde, plus finalement la pression qui a été surtravaillée, elle a été consommée et là on arrive vraiment sur l'excitation positive de l'événement, quoi. Il y a vraiment, moi je le ressens comme ça. Après c'est aussi, j'imagine que chacun le vit à sa façon. LBS c'est son premier WTC, il doit le vivre différemment aussi. Moi c'est mon 4e, c'est mon 2e en tant que capitaine. L'année dernière on a été champion du monde. Je vais pas le faire le mec blasé. Et je veux dire, je sais à quoi je m'attends. Sur l'ambiance, sur la difficulté, sur les challenges. Je vois ce que l'équipe a dans le ventre. Je vois ce qu'on a comme liste. Et je vois le chemin. Après, il faudra le parcourir, mais
La route est droite, mais la pente est forte. Combien de tables on va streamer? Alors, historiquement, on stream toujours 2 tables. Là, on est en train de faire les derniers tests pour pouvoir justement, non pas en streamer 2, ni 3, ni 4, ni 5. Pas même 5, pas même 6. 7 aurait été facile. 7, ça aurait été bien. Le bon chiffre, c'est le nombre maximum de joueurs. C'est 8. Faites attention, si on arrive, je pense que l'année prochaine, on fait voter pour que vous passiez à 10 joueurs. Très bien, très bien. Combien 8 tables. Et c'est 19 caméras, les gars, qu'on m'emmène. Non, mais c'est vraiment la plus grosse prod qu'on ait jamais faite. C'est-à-dire que ça marche pas. On n'est pas loin de Love Story. C'est-à-dire en termes de... on est vraiment sur une télé-réalité. C'est vraiment que je dis sur une caméra dans la piscine. Oui, tout à fait. Non, mais c'est d'ailleurs cette émission est produite par Andebol. Putain, l'ancienne. Attends. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais encore vous avez des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attrapos dans les listes IK et où est-ce qu'ils ont trouvé, vu que Forge World FC, j'imagine, ne les fait plus depuis des mois. Alors Chali, où est-ce qu'ils ont trouvé les figurines? Tu te doutes bien qu'on ne va pas te répondre. Par contre, pourquoi est-ce que l'attrapos est fort? L'attrapos est fort parce que il donne plus 1 pour être touché, plus 1 pour être blessé contre les unités titaniques. Donc dans le cadre des miroirs, il déboîte des culs. Tu tires sur un titan, tu es sur du 2+2+. Bon, c'est stable. Si t'es un IK, tu reroll en plus de ça. Un hit, un touche. Un hit, une blesse. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Également, ce qui menace les IK, c'est les véhicules. Et même contre les véhicules non titanesques, ça a plus 1 pour être touché. Ça a une 5+ de série au corps à corps. Donc tu peux mettre ton Attrapos en front et pas risquer de te faire découper comme un gros sushi par Ragnar qui va être PA4. Parce que là, tu tapes dans la 5+, et c'est de suite chiant. C'est pour ça qu'il y a autant d'attrapos en IK notamment. Il y en a moins, vous l'observerez, en CK. Pourquoi? Parce qu'en CK, on peut reconstituer une 5+1 vue grâce au détachement. Au Dark Pack, au pack du démon, ouais. Il y a des questions de merde. Tiens, j'ai une question. Alors, Clondadou qui dit est-ce que le stock de la Victuaille est prêt? Moi, je vais plutôt répondre. Je sais que chaque année, vous prévoyez un plateau de charcuterie, de fromage pour aussi, justement, faire découvrir aux étrangers. Encore une fois, tu te rends compte, il y a des Coréens qui vont venir au championnat du monde, des personnes de Hong Kong. C'est super important de leur faire goûter, justement, les saveurs de la France. On a prévu le même niveau de bon vivant et d'accueil, donc de la musique, des petites denrées françaises, une nappe. Alors, je ne sais pas si on sera aussi kitsch qu'avait été Darian avec la nappe à carreaux. Je crois que cette année, ça sera plutôt une nappe flag équipe de France, donc bleu, blanc, rouge. Mais oui, on a prévu de faire découvrir un petit peu nos douceurs. Yes, question pour toi, très rapidement, de façon high level. On voit pas beaucoup de Dark Angel. Qu'est-ce que tu penses du dernier détachement? Je rappelle que c'est un détachement qui donne une -1 pour être blessé sur les infanteries et les choses qui sont montées. Donc pour couvrir à chaque fois la Deathwing, la Ravenwing, mais pas que. Est-ce qu'il manquait quelque chose pour être joué? T'as préféré jouer plus de l'agression que du tanking? On est dans une méta qui est trop létale pour chercher à passer des seuils en résilience, ou alors il faut aller vers des seuils de résilience qui sont stupides et que fort heureusement Game Workshop ne nous propose pas. Donc moi j'attends plutôt à ce qu'ils baissent la létalité de la méta actuelle, notamment avec les IK et les CK. Quand tu joues face à l'IK et les CK, ça sert à rien de tenter de jouer à Mathammer. Voilà, faut jouer à Warhammer, et donc se dire je suis dans la pampa mais j'ai -1 pour être blessé, tu vas même pas le sentir. Tu vas te faire arracher. Aujourd'hui, le jeu atteint un niveau de létalité, en tout cas autour des armées qui vont être donc les méta-dicteurs. Et ça manque. Donc, si tu veux, soit tu es hyper résistant, c'était un peu le problème du Death Guard en index et en V9, c'est qu'il était peut-être hyper résistant, mais très lent. Mais là, on a l'impression que le nouveau Death Guard, Dark Angel, is the new Death Guard. Il est lent, il est pas si résistant que ça. Et en plus de ça, il n'est pas très létal parce que il n'a pas de mécanisme de plus en plus. Donc malheureusement, ils sont un peu passés à côté de l'exercice, je trouve, des workshops avec ce dernier. Je vais me permettre, il est un petit peu tard juste de te poser plein de questions assez vite. On a une question notamment de l'aide. Quelles sont les équipes que nos Français craignent par leur composition, leur roster, atypique, difficilement lisible ou juste historique des joueurs? Alors, on craint personne, mais que l'on regarde attentivement et que l'on reconnaît comme étant des challengers très sérieux. L'Allemagne, qui ont vraiment faim et qui sont... En fait, il faut aussi regarder la dynamique des joueurs. Ils sont sur un cycle qui a désormais 3 ans, l'Allemagne, donc ça commence à être mature. Les États-Unis, la Pologne, parce que c'est des légendes, en fait, la Pologne, même s'ils sont sur un cycle un peu descendant, c'est des légendes. Et la Suède, parce que on sait ce qu'ils valent, on s'est préparé avec eux, ils sont très forts. D'accord. Sneak SGMG qui fait coucou, je tombe live paragraphe, c'est un tournoi les championnats du monde.
à partir du jeudi 7 août, 17h30 17h30. jusqu'au 10. Et ça sera donc le jeudi, une seule partie. Et le reste de la semaine, 2 parties par jour. Et ça sera de 9h30 à 20h. Autre question ensuite. Est-ce que des peintres pros ont peint des armées pour les Français? Eh ben, toi, tu as peint toute mon armée, en live en plus de ça. Oui. Donc, Mais sinon sinon, non, parce que, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de communication sur le prix de peinture. On ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Donc, on n'en a pas vraiment fait notre priorité, d'autant que l'année dernière, il avait été supprimé. Donc, on n'a pas été particulièrement attentif sur ce sujet-là. Donc, non. D'accord. Pourquoi Space Wolf et pas Blood Angel? Le Blood Je Angel, rappelle, c'est les deux chapitres récents qui sont joués. c'est une bonne question. Le Blood Angel, ça demande plus de ressources au pairing et ça offre moins de solutions dans la méta. D'ailleurs, ce sont plutôt les équipes du bas du seed 1 qui les ont joués. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ont tort, mais peut-être que il y a quand même là un début d'explication. C'est aussi une question de confort. Moi, je suis à l'aise avec un peu tout. Et parfois, les joueurs, ils ont envie de jouer Blood Angel, ils connaissent bien le corps à corps. Donc moi, je trouvais que le Space Wolf avait quand même apporté dans ce nouveau codex des mécanismes beaucoup trop forts et qui relèvent du power creep que je ne voulais pas rater. La FEP au tour 1, le Vect, le tir rapide 1, d'ailleurs, qui est nerfé avant même que ce soit joué. Tout ça, c'est trop fort pour ne pas être joué. Question pour toi, de Clendatou. Est-ce que si le Black Templar était sorti 2 mois plus tôt, tu penses que tu serais parti sur du Black Templar? Bon, bien sûr. S'il te plaît. Bien sûr, pour accélérer le nerf. Oui, évidemment. Tu nous as pas parlé de l'Angleterre. On avait beaucoup parlé d'eux, notamment au dernier championnat du monde de questions de crème pistache sur Age of Sigmar. C'est la nation du wargame. Historiquement, ils étaient très forts avant le Covid. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne sait pas, puisqu'il n'y a que 2 vétérans, que 2 joueurs de l'année dernière qui reviennent. Ils ont repris tout à zéro. Donc on a Nassim, qui est un joueur remarquable, qui revient. Et puis on a Tony Chu, qui est un joueur remarquable aussi, mais qui est surtout le vétéran de l'équipe, qui est sa continuité. Les 6 autres joueurs sont nouveaux. Ils ont un roster qui est assez bien construit. J'attends de voir ce que ça donne. On ne peut pas mépriser les légendes de toute façon, donc on peut pas aborder le match contre l'Angleterre en se disant trop lol, ça n'arrivera pas. Mais c'est une équipe qui est plutôt en début de cycle. Je parlais du cycle tout à l'heure, donc qui est en renouveau, et c'est très bien pour elle. Je lui souhaite le meilleur, mais je serais quand même étonné que quand tu fais un début de cycle, que tu te retrouves à éclater tout le monde. Ce serait étonnant. On avait une question tout à l'heure au niveau du chat toujours. Est-ce qu'il est possible de vous faire des dons, mais sans les contreparties, ou en tout cas de changer la valeur d'une contrepartie pour pouvoir faire un don? Alors j'aurais bien aimé, mais pour ça, il aurait fallu qu'on le mette en place sur la page. On ne l'a pas fait. On attendait également, je crois que la FEC attendait de pouvoir changer son statut pour être reconnu d'utilité publique et donc permettre 66%. Vous permettre de faire ce genre de dons en ayant quand même un avantage fiscal. Donc c'était aussi des dons qui étaient assez marginaux. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est pas possible. Donc, d'accord. Voilà. Autre question qui était, est-ce que les parties seront rediffusées? Alors, quoi qu'il arrive, si vous êtes abonné à la page Twitch, vous avez accès à 3 mois de rediffusion, donc vous devez même avoir encore peut-être les championnats du monde de Warhammer Age of Sigmar directement ici. Et sinon, tout simplement, ça sera sans doute l'objet d'un goal par rapport aussi à nous, notre cagnotte qu'on met en place pour les défraiements, par rémunération encore une fois défraiement, même pour nous. Sans doute que si on arrive justement à l'équilibre financier sur cet événement, ça nous permettra de les mettre soit pour les tipeurs, soit pour tout le monde justement, si jamais on arrive à l'équilibre. Donc pas de dons libres, mais on accepte les bisous, les câlins et les messages d'encouragement. Fred Jaribio accepte la moula. Oui, mais on a demandé pour nous, espèce de gros gourmand. Alors, excuse-moi, je vais lire la question de Tweejin qui nous fait question qui peut être délicate. Actuellement, on sent que c'est compliqué pour les influenceurs qui travaillent autour de notre hobby. Est-ce que le suivi du WTC peut permettre à French Wargame Studio de garantir une continuité dans la diffusion de contenu de qualité pour l'année prochaine? C'est pas mettre des virgules. Alors, merci beaucoup déjà pour le message. En fait, si tu veux, c'est comme dans l'entrepreneuriat ou quoi, ce sont des paris qu'on fait. À chaque fois, on a eu la chance d'avoir des cagnottes qui arrivent à l'équilibre. Je parle bien, non pas de rémunération, mais de défraiement par rapport justement à tout ce qu'on
qu'on investit en tout cas pour augmenter la qualité de la prod. Et ben pour l'instant, comme à chaque fois on a réussi, et même avec justement les derniers championnats du monde d'Age of Sigmar, et encore une fois un grand merci à la OSFF aussi de nous avoir aidé là-dessus. Donc on a envie de continuer, tout simplement. Donc voilà, quelle que soit la difficulté, pour l'instant, et puis on prend un kiff de ouf. Ça nous permet de mettre justement des événements, un niveau de jeu, et sans même parler c'est pas le niveau de jeu, mais de montrer que certaines personnes vivent leur passion avec cette intensité-là, et le fait d'ouvrir cette fenêtre, c'est aussi un privilège, c'est un plaisir absolu, et donc voilà, pour le coup, c'est vraiment avec plaisir quand on peut le faire qu'on le fait. Oui, mais la question reste quand même pertinente parce que tout ça, c'est de la production de contenu libre que tu peux, en tout cas que tu vas diffuser librement. Et donc, là, quelque part, si vous trouvez que le contenu est de qualité, n'hésitez pas à soutenir. Hein. Désormais, c'est devenu un réflexe de s'abonner à Amazon ou de s'abonner à Netflix, à qui on fait de la pub un peu gratuitement là ce soir. Mais si vous y a un YouTuber ou un créateur de contenu qui vous inspire, et tout ça n'est pas gratuit à produire, donc allez-y, hein, Tipeee, allez-y aussi sur les subs. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Ouais. On avait une autre question, justement pour FWS, l'équilibre sera à combien? Drazar, c'est pas encore sec. Là, on pensait que nous, on est d'ailleurs, je suis très fier de ça. Certains le critiquent, mais je suis très fier de ça. On est les premiers streamers à payer un droit d'émettre. Et en fait, ça montre aussi que justement notre hobby est en phase de professionnalisation au niveau de sa couverture, puisque au fur et à mesure des événements, personne voulait y aller, on était les seuls à y aller. Puis c'est devenu bien. On a même justement, quand les organisateurs ont vu nos cagnottes, se sont dit attendez, vous faites de l'argent sur notre dos alors qu'on était bien sur du défraiement. Mais tout ça, c'est quand même fait dans une bonne intelligence, et aujourd'hui c'est aussi bien de montrer en tout cas aux orgas qu'on est derrière eux et qu'on croit aussi justement la professionnalisation des médias, de ce genre d'événements, pour que des médias viennent. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai pas encore la cagnotte exacte, mais globalement je vous disais on avait 1000 € de droits d'émettre. Finalement on n'est pas complètement pris en compte, donc l'enveloppe a été poussée. Globalement je pense qu'on sera sur une enveloppe qui sera quasiment divisée par deux depuis l'année dernière, grâce à des sponsors qui nous accompagnent aussi toute l'année. Je pense à Oli, je pense bien évidemment aux différents sponsors qu'on a vu tout à l'heure, mais ceux qui aussi nous accompagnent toute l'année nous permettent d'avoir une sorte de une stabilité financière qui est rassurante, et qui font que là la cagnotte sera donc, je pense, entre 5 et 6K, peut-être 7K, mais pas plus, là où l'année dernière elle était entre 10 et 12, et pourtant on a quand même investi justement pour 6 caméras de plus et pour pouvoir tenter de streamer les 8 tables. Ce qu'il faut dire aussi, par souci de transparence et parce que c'est aussi légitime, dans le cadre du déplacement WTC, on considère l'équipe de French War Game Studio comme faisant partie de l'équipe de comme France. un joueur, ouais. Voilà. Et donc, l'équipe de French War Game Studio est défrayée dans son déplacement et dans son hébergement et dans ses dépenses comme un joueur, comme un coach, pour être précis. Et donc, parce que c'est naturellement le partenaire média qui nous accompagne. Yes. On va couper dans quelques minutes, les amis, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Les Belges ont-ils une chance de plus performer que les 2 dernières années? Et je vais amener aussi une autre question par rapport à la Belgique qui revenait assez. Est-ce qu'on a des Français qui aujourd'hui sont mercenaires pour d'autres pays? Alors t'es pas obligé de tous les connaître, mais j'ai l'impression que le mercenariat cette année en tout cas a été mis en retrait par rapport aux autres années. C'est la 2e année, c'est finito pipo le mercenariat. Voilà, tant mieux, parce que ça, alors, en dehors effectivement des pays qui sont émergents et qui ont besoin de mercenaires pour se stabiliser, et là c'est bien parce que c'est pas toxique, c'est même plutôt porteur. Mais sinon, pour les grandes nations, c'est interdit. Voilà. Donc, si vous jouez avec une nation avec laquelle vous avez soit une double nationalité, soit une appartenance géographique, vous êtes affecté à cette nation pour au moins 3 ans. C'est ce que, d'ailleurs, on peut le dire, c'est le cas de Red Slot. Donc, Paul était joueur suisse. Il a demandé à jouer avec la France sans avoir de certitude de jouer avec la France. Donc, il a quitté la Suisse et il a été figé avec la France pour au moins 3 ans. Donc, ne pouvons pas revenir en Suisse. Donc d'ailleurs, ça me fait d'autant plus plaisir que cette année, il est joueur de chant. Voilà. Donc oui, la Belgique a des chances de gagner, en tout cas de mieux performer. Liam fait un gros travail d'ouverture de la communauté, d'entraînement. Après, quand tu as une communauté plus petite aussi, il faut être un peu sérieux. Hein. C'est plus difficile de constituer une équipe de très haut niveau quand tu as quelques millions d'habitants de ton pays versus 70 millions, ou près de 70 millions. Mais non, cette année est redoutable. Et puis, tu as des joueurs qui sont désormais des vétérans tout à fait brutaux. Yes, je vais pas répondre aux questions sur la thaïlandaise. On a juste un dernier message et ça me permettra de clôturer ce live, mon petit Olivier, de Ere Loon qui dit: salut à tous les deux, ce n'est pas une question, mais je souhaitais vraiment faire un message d'encouragement à l'équipe de France. Vous nous faites rêver depuis quelques années maintenant. Et j'en profite aussi pour faire un énorme bisou à Laurent, qui est donc le capitaine après le Covid. On a eu ensuite toi, on a eu Zeka qui nous a ramené en tout cas le titre de champion du monde. Enfin, quelle que soit justement l'intensité de sa passion, mais quel plus beau souvenir moi que j'ai en tant que passionné d'avoir la France qui devient champion du monde de Warhammer, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, et surtout moi je l'ai vécu en 2 temps parce que moi j'y étais, et bien sûr c'est une émotion,
mais je m'étais pas rendu compte de ce que c'était pour les gens qui étaient de l'autre côté. Et j'ai eu tellement de gens qui sont venus me voir pour me dire putain, mais en fait les gars, c'était une dinguerie. C'était la Coupe du Monde de foot, mais x10 pour nous, parce qu'en fait on s'en bat les couilles du foot. Et nous notre sujet c'est x10 sur le nombre de caméras aussi. x10 sur le nombre de caméras évidemment, en démol on l'a dit. Non mais voilà. Et quand les gens m'ont dit ça, j'ai dit, le premier qui m'a dit ça, j'ai dit il exagère, il se fout de ma gueule. Et en fait j'en ai eu une bonne dizaine qui m'ont dit mais en fait c'était les Jeux Olympiques, les championnats du monde de foot. All over again, mais x2, x3, j'étais sur la plage comme un barjot. J'ai reçu genre 4 témoignages de photos de personnes qui regardaient en groupe. Ouais. Tu vois, et les gars, c'était des soirées WTC, oui, quoi. J'ai kiffé. Oui. Dans les canards, les machins, de proposer ça, tu vois. Franchement, c'est génial. Donc rendez-vous, les gars, le jeudi 7 août à 17h30 en slip. Bien évidemment, c'est comme ça qu'on consomme Warhammer. J'espère bien, attends. Ok, c'est la tenue. On va s'arrêter ici. Je vais faire un grand merci à Lucille qui a été la régisseuse de ce petit live. Un grand merci aussi à toi, Olivier West, alias Père Castor, capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000. On va se donner rendez-vous, les amis, jeudi. À 17h30. Exactement. Pour justement le début de ces championnats du monde. France contre Slovénie. Exactement. Et d'ici là, vous inquiétez pas, on vous prépare une petite vidéo sur le lore de Estad Vulcan samedi à 11h. Lundi, ça sera un rapport de bataille Chaos Knight allié démon contre de l'Adeptus Mechanicus avec le magnifique Doudou. Et demain matin, toi et moi, on passe notre vie ensemble. On a un tournage contre Mister M où tu vas jouer Thalys le Space Wolf, là, qui est pas complètement peinte, mais on va s'y atteler ce week-end. Si. Et qui apprendra donc du World Eater de Vanilla, qui sortira par contre ça le lundi 11, donc en rentrant de nos championnats du monde. On va tous vous faire plein de gros bisous et leur dire à plus les Wargamers.